Les amis, j'ai tapé dans mon micro, excellent. On est parti pour un deuxième podcast depuis la reprise. Comment ça va, Roman, depuis la Bah, écoute, dernière ça va fois? nickel. Quand on a une action qu'on a en portefeuille c'est l'inverse de la semaine dernière, tu sais. On a une Exactement. action qui remonte et donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Apple qui prend back to back. Surtout que c'était assez surprenant parce que j'avais suivi un petit peu au moment tu sais, au moment où comment dire, la conférence était faite comme d'habitude, l'action a plutôt chuté, elle a perdu Ouais, 2%. Et ensuite, énorme gain sur les 2 jours suivants. On a eu un plus 7%, suivi encore d'un plus 4%, ce qui fait qu'on est environ à plus 11% sur l'action. Et là, tu vois, j'ai checké juste avant de démarrer le podcast, c'est tout simplement l'entreprise sur laquelle j'ai le plus gagné d'argent sur mon nouveau portefeuille. Je suis à 24 560 dollars de gains de non gain. réalisés sur Apple. Donc, ça fait plaisir de voir sa thèse sur l'entreprise qui se valide et de voir un petit peu de la plus-value qui rentre, quoi. Ouais, moi j'ai 1600, ouais, quasiment. De... Ouais, c'est la quatrième, moi. La première, c'est Microsoft, 2300 de gain. Mais Tu comptes en pourcentage ou en... Parce que tu sais, non, tu peux... En pourcentage, moi, c'est Microsoft, mais en plus-value non réalisée, c'est différent, tu sais. ouais, mais en fait, je suis à quasiment la même perf absolue. Au niveau du pourcentage, je suis à 63-61 sur Microsoft et 64-71 sur Apple. Mais j'avais un peu plus investi sur Microsoft, donc en gain total, j'ai plus de gains sur Microsoft. Mais ouais, c'est cool, parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on parlait d'Intuit qui, du coup, après les résultats, s'était mangé une petite baisse quand même plutôt non méritée d'après ce qu'on avait dit et globalement assez excessive, comme quoi les marchés peuvent réagir de manière excessive à la baisse, mais aussi Ouais. dans l'autre sens à la hausse, avec cette annonce de Apple et de l'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Ça va être un peu le sujet de base. Et c'est très Ben, cool, ouais, ça fait plaisir. tu vois, j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, le marché, c'est assez simple. Il y avait une période, tu sais, c'était les taux d'intérêt, c'est-à-dire si tu es une entreprise qui bénéficie de taux d'intérêt, tu montes, sinon tu te casses la gueule. Ça, c'était en 2022. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est soit tu as une belle stratégie par rapport à l'IA et t'exploses, Ouais. soit tu n'as pas vraiment de stratégie ou encore on n'est pas encore sûr que l'IA, tu vas pouvoir en bénéficier. Et dans ce cas-là, tu te casses la gueule. Et si même on pense que tu vas souffrir de l'IA, alors là, c'est écroulement total. Je sais pas si tu vois, j'ai un membre qui m'avait partagé aussi, il y a une entreprise assez connue comme ça en France qui fait des centres d'appel. Comment elle s'appelle Je sais plus le nom et elle s'est complètement écroulée. Et c'est vraiment le côté, bah, les gens disent en fait, on n'aura plus besoin de centres d'appel, l'IA va tout remplacer. Donc je pense que voilà, on voit l'excès du marché, c'est-à-dire les gagnants des IA, ils vont tout emporter sur leur passage et les perdants, ils vont tout perdre. Alors qu'on sait que souvent, en fait, il y a souvent un entre-deux, quoi. Mais après, l'IA, enfin, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un effet de mode, hein, comme ça a pu être à de nombreuses reprises, comme il y a eu des effets de mode à de nombreuses reprises dans l'histoire boursière, comme par exemple dans les années 2000, les actions de la tech qui explosaient tout. Là, on se retrouve un peu sur le même framework avec, par exemple, Nvidia qui est en tête d'affiche et qui explose, qui continue son explosion. On a déjà parlé je me rappelle, dans le podcast où on avait fait la tier list là, sur les 7 magnifiques. Et justement que Nvidia avait principalement un avantage technologique, mais en fait, on peut pas leur retirer que pour le moment, ils cassent tout quoi, au niveau des résultats. Après, Ben, truc très important quand c'est même, c'est que moi, je reçois pas mal de messages sur Nvidia, genre en mode putain, est-ce que tu penses que c'est le bon moment, machin, bidule et tout. Il faut accepter d'avoir raté le train, tu vois. C'est comme les cryptos. Genre, ça a explosé à la hausse, c'est parti sans toi. C'est pas maintenant qu'il faut y aller, les gars. C'est pas quand c'est ouais, c'est le FOMO, tout en haut du FOMO. tu Ça vient de faire chasses un le. split, genre tous ceux qui pouvaient pas acheter, bon, quoique maintenant avec la fraction d'action, on se débrouille pas mal, mais tu dis ouais, avec le split, ça va être encore plus facile d'acheter. Bon, bref, c'est le summum du FOMO là. Il faut comprendre en fait comment l'argent arrive, à mon avis, dans l'IA. Et j'ai l'impression que pour l'instant, en fait, ben, ceux qui gagnent le plus, forcément, tout de suite, quand tu as une nouvelle opportunité comme ça, c'est évidemment ceux qui vendent les puces. Donc, c'est Nvidia. Ensuite, ceux qui commencent aussi à avoir des bons résultats, c'est évidemment toutes les entreprises qui créent les data centers. Donc, je pense évidemment à des Microsoft, à des Meta, etc. Et qui proposent aussi les LLM, tu vois. Et enfin, je pense que à la fin, ça va arriver sur les logiciels. Mais tu vois, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises de logiciels se font vraiment punir parce que il y a un doute sur le fait est-ce que l'IA va être. Tu vois, moi j'ai passé toute cette semaine à analyser Salesforce, qui est une des plus grandes entreprises de SaaS du coup américaine, et qui a pris très cher elle aussi, qui est d'ailleurs en baisse. Tu vois, elle a encore pris moins 2% aujourd'hui. Et donc la vraie question qui se pose par rapport à Salesforce, c'est de se dire est-ce que finalement l'IA ça va aider l'entreprise parce qu'elle a sa propre IA et tu vois, les entreprises vont kiffer utiliser le logiciel,
Ou est-ce qu'au contraire, l'IA, ça va être une source de disruption pour l'entreprise parce que tout à coup, il y aura plus besoin d'utiliser les logiciels de l'entreprise. On pourra développer, les entreprises pourront développer en interne des choses très puissantes uniquement avec l'IA. Donc, quand il y a un doute sur est-ce que l'entreprise, et Apple était un peu dans ce cas-là, je sais pas si tu avais ce même sentiment que moi, mais c'était un peu en mode, on disait, en fait, c'est peut-être une perdante de l'IA, c'est peut-être une gagnante. Moi, j'avais la thèse et on en avait parlé ensemble que au final, tant que les gens utilisent leur Mac et leur iPhone, ben, en fait, l'IA sera forcément liée à Apple puisque tant que tu as le hardware, en fait, tu peux, C'est là, tu vois. ouais, mais c'est là où Et Apple, ils là, sont très très forts. le fait Ouais. d'annoncer le truc, Mais j'en ai parlé avec, j'ai un ami à moi qui justement bosse chez, bah, du coup, chez Total dans l'IA. Donc, il est vachement au courant de tout ce qui se passe. Il lit vachement les études qui sont publiées là-dessus et tout ça, enfin, et tout. Et ce qu'il me disait, c'est que ceux qu'on voit pas trop venir, mais qui sont vraiment très en avance et surtout qui publient les études les plus poussées et vraiment des choses qui sont assez énervées au niveau de l'IA, c'est Meta. Genre Meta, apparemment, ils sont vraiment bien en avance sur beaucoup de choses. Et après, on disait aussi que, on en parlait bah, pas plus tard que mercredi soir là, et on disait que ce qui est trop fort avec Apple, c'est que Apple, ils ont tellement le hardware et l'écosystème qui est dans la main de tout le monde qu'en fait, Apple va devenir l'interface mainstream de l'IA pour Madame Michu, tu vois. Et en fait, elle va prendre son téléphone et elle aura accès à ChatGPT, alors qu'en fait, d'aller sur l'ordinateur, de se connecter à ChatGPT, de lui mettre des prompts, etc., peut-être qu'elle aurait jamais fait l'effort d'y aller. Alors qu'en fait, si c'est dans son téléphone et que c'est intégré et qu'elle s'en rend même pas compte que ça vient l'aider dans son quotidien, ben en fait, elle va utiliser l'IA alors qu'elle aurait peut-être pas fait. Et c'est là où Apple, ils sont trop forts. Ils ont, ouais, ça va être l'interface, je pense, avec le particulier, celui qui n'aurait pas forcément allé, qui serait allé vers l'IA, quoi. ouais, carrément. En fait, ils vont créer. De toute façon, ils sont très forts pour. Tu sais, toutes les boîtes, elles parlent de tech. Tu sais, elles vont dire, ouais, nous, on a les meilleurs processeurs, on a une puce X, Y, Z, etc. Et Apple, en fait, ils arrivent toujours à transformer ça pour le commun des mortels, tu vois, pour des gens normaux et dire concrètement qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, quoi. Et c'est pour ça ils font très attention au niveau branding à pas utiliser IA. D'ailleurs, tu vois, ils ont appelé ça Apple Intelligence. Ils ont essayé Ouais. de brander un petit peu ça. Et ils sont beaucoup plus toujours tournés vers les bénéfices. C'est-à-dire, c'est pas les fonctionnalités. Ils vont pas te dire on a une meilleure puce, on a un meilleur truc. Ils vont te dire grâce à cette nouvelle truc, vous allez pouvoir avoir voilà ça et ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une vraie force. Et ce que tu soulignais par rapport à ChatGPT, je pense que c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un nouveau défaut. Tu sais, Google paye extrêmement cher pour être le moteur de recherche par défaut sur Apple. Il est estimé qu'il paye 15 milliards par an. Et là, finalement, avec ChatGPT, je ne sais pas exactement quel a été le deal, mais probablement qu'Apple a aussi monétisé ça ou va monétiser ça dans le futur. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis sur ChatGPT parce que c'est le meilleur LLM, mais si demain il y en a un autre, bah, ça sera probablement, ils vont prendre le meilleur ou celui qui propose le plus d'argent, quoi. Et évidemment, si tu as un LLM, ton rêve, c'est d'être sur évidemment sur tous les iPhones. Mais ouais. Donc, du coup, il va sûrement y avoir des enchères. Et en fait, ils ont créé un nouveau défaut. C'est-à-dire, bah, à nouveau, c'est toujours pareil. Les gens jouent aux échecs et Apple, c'est le plateau d'échecs, en fait. C'est là où, tu vois, les gens sont obligés de payer Apple pour que Apple utilise les LLM. Et je trouve que c'est plutôt stratégique à nouveau, plutôt que de se mettre à créer eux-mêmes un LLM, de finalement se dire, bah, il y en a déjà qui fonctionnent et on va juste rediriger les gens vers celui qui nous offre le plus d'argent ou celui qui est le plus efficace en ce moment. Mais surtout que je sais pas comment t'as compris toute la conférence. J'ai pas regardé précisément la. Tu l'as regardé toi la conf ou t'as juste lu les rapports après? J'ai regardé pas mal d'extraits, mais je l'ai pas regardé en entier. Non. Parce que est-ce que t'as compris la même chose que moi qu'il y a Apple Intelligence qui est une chose et t'as l'intégration de ChatGPT qui est autre chose? Ou Oui, alors en fait, oui. c'est quand même Moi, j'ai deux écouté parties pas mal différentes. l'interview. J'ai écouté l'interview avec MKHD aussi, tu sais, qui est le YouTuber tech review. C'est fou parce que le gars, à la base, c'est un petit YouTuber dans sa chambre aujourd'hui. Tu sais, il est là, il est avec Tim Cook, il l'interview. Ouais. Et en plus, dans ses vidéos, il arrive à garder un style très détendu. Et du coup, il a interviewé Tim Cook. J'ai écouté l'interview, c'était très intéressant d'un point de vue un peu plus justement client, etc. En fait, le challenge qu'avait Apple, tu vois, c'était par rapport au fait que si tout d'un coup ils étaient connectés à Internet, ben, ils perdaient ce côté privacy qui est très important pour eux, tu sais, qu'ils ont beaucoup mis en avant ces dernières années. Et ça, je pense que c'est très bon au niveau branding parce que les gens ont envie Mhm. de sécurité, de vie privée. Et en plus, ça les protège des législateurs. Et ça, c'est très stratégique. Mais du coup, en effet, dès que tu te connectes, les gens n'ont pas envie que quand tu es sur ton iPhone, si tu fais des requêtes, ça part chez ChatGPT, chez OpenAI, tu vois. Surtout que Sam Altman est connu pour être un peu un fou furieux, un peu à la Zuckerberg, tu vois. Ouais. C'est le genre de, tu vois, il y a des gens, ils diraient, bah non, mais je veux pas que ça parte.
Là, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent, c'est-à-dire que tout est en interne et donc c'est plus sécurisé. Hein. En crypto, on parle beaucoup, tu sais, des clés, des wallets privées ouais. qui sont. Voilà. Donc là, c'est le même système, c'est-à-dire que tout va être directement sur l'iPhone. Et lorsque tu demanderas une requête, là, ça te dira bien, attention, là, vous êtes en train de partir. Donc là, ce que vous allez envoyer la requête, ça sera sur ChatGPT. Mais c'est uniquement cette requête-là. Et donc, tout Apple Intelligence sera basé, donc tout ce qui est tes photos, tes messages, tout ça, ça sera encrypté et ça sera uniquement en local sur ton iPhone. Et donc là aussi, à nouveau, excellent parce que c'est finalement une des seules entreprises qui peut se permettre de faire ça. Et d'ailleurs, c'est le premier point que j'avais souligné, tu vois, quand j'avais fait la thèse. Je sais pas si tu te souviens, j'avais sorti l'analyse il y a 1 an et demi de ça, quand on avait acheté Apple. Donc, le prix était quand même beaucoup plus intéressant. En prix moyen de revient, qu'on le dise aux gens, moi, j'ai $160 de prix de moyen de revient sur Apple. Aujourd'hui, on est à 213. Donc, il faut faire attention toujours au prix. Mais à l'époque, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant. Et surtout, ce que j'avais souligné dans l'analyse, c'est qu'Apple, c'était une des seules entreprises qui parvenait à allier à la fois le software avec le hardware. Et du coup, quand tu as les deux ensemble, en fait, tu peux faire des choses beaucoup plus puissantes. Donc, on l'a vu avec l'intégration, par exemple, des puces M1, M2, Ouais. et également ce système d'IA. Et là où je termine du coup sur le fait que ça va être une protection contre les législateurs, c'est que vu que la privacy va être intégrée à l'iPhone, Apple va pouvoir dire, bah, si vous nous forcez à utiliser, à faire rentrer dans notre écosystème d'autres sites et d'autres trucs, eh ben, on pourra pas garantir la privacy. Parce que tout d'un coup, il y aura énormément d'entreprises qui seront connectées et qui auront accès à vos données. Et là, Apple, c'est très fort parce que, tu vois, même un Google, par exemple, si tu as Google Photos, mais que tu as un Samsung, ben en fait, tout d'un coup, il y a deux entreprises différentes, qui Ouais. d'ailleurs, il y en a une qui est aux États-Unis et une, voilà, qui peuvent avoir accès à tes données. Et donc déjà, ben, tu as un risque de contrôle qui est différent parce que ça dépend des politiques des boîtes. Là, Apple, je trouve que c'est fort. Ils disent, bah, nous, on est intégrés. Donc vous êtes sûr que toutes les données qui sont sur Apple, sur votre iPhone, seront protégées par la garantie Apple, quoi. Donc à nouveau, coup de Et génie c'est ouais, pour très à la fort. fois renforcer la satisfaction client et en même temps se protéger un peu des régulateurs qui justement en ce moment ont envie de casser Apple. Tu vois, ils ont envie de proposer un autre App Store, ils ont envie de casser un peu l'écosystème. Je trouve que c'est très fort cette strat. Surtout que c'était, s'ils avaient pas fait ça, c'était vraiment le bâton pour se faire battre, mais de manière très très forte, hein. Je pense qu'ils font le même move. Ils intègrent ChatGPT, OpenAI et tout ce qu'ils ont fait sans cette partie privacy et on traite les données de manière correcte, comme on l'a toujours fait chez Apple. Enfin, peut-être pas toujours, mais comme on tend vers ça depuis quelques années. Et s'ils n'avaient pas fait ça, je pense que ça serait peut-être pas envolé de 11%, mais ça serait peut-être pété la gueule parce que derrière, je sais pas si tu as vu, mais tu as des Elon Musk qui disaient ouais, s'il y a OpenAI et ChatGPT qui sont intégrés sur Apple, je vais interdire tous les iPhones chez les boîtes que je gère parce que ils vont avoir ChatGPT et OpenAI auront accès à mes données, etc. Et en fait, Apple, ils ont fait non, non, regarde. Genre, c'est pas du tout prévu. Genre, Et Elon ça Musk, reste chez nous. il Bah ouais, gratte il tous les gratte tout ce qu'il sujets peut. dès qu'il gratte tout Mais ce qu'il peut. Mais ouais. Mais Non, tu vois, non, genre, c'était vraiment le petit truc sur lequel ils étaient très attendus. Bah, ils ont apporté la bonne réponse, tu vois. Et ça, c'est très fort. Mais après, je sais pas comment ça va enfin, faudra voir parce que ça va arriver assez vite, hein, ça sera sur iOS 18. Mais je sais pas comment ça va se représenter dans la vie des gens. Parce que, certes, tu vas avoir Apple Intelligence qui va ben, un petit peu booster l'iPhone et iOS. Mais si tu dois avoir une barrière, genre en mode, OK, cette requête va partir chez ChatGPT, machin bidule, ça va mettre peut-être un petit peu de frottement et faudra voir si à terme, tu vois, je sais pas Apple est très comment se place connu. OpenAI, mais j'ai l'impression que, je sais pas, un Microsoft ou un Apple aurait presque tout intérêt à quasiment internaliser, tu vois, à faire un rachat complet. Genre, je sais pas ce que t'en penses, mais tant que ça reste des prestataires externes, ils pourront pas l'intégrer de manière 100% naturelle dans leurs produits, tu vois. Oui, c'est Mais sûr. ça Après, arrivera pas de suite. Ça arrivera pas, je Apple pense. est très connu pour, tu vois, arriver à bien synchroniser et faire en sorte que le truc soit presque natif. Enfin, t'as pas l'impression, tu vois, même si tu vas aujourd'hui sur Safari, tu tapes une requête, tu vois, c'est sur Google, t'es même pas au courant que c'est sur Google. Il y a plein de gens, ils pensent Ouais. qu'ils tapent sur Safari, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'Apple va faire en sorte que ça soit, ils sont très forts pour ça, pour qu'il n'y ait pas de questions, tu sais. C'est vraiment, ça a toujours été la différence entre Windows et Apple. Je trouve c'est que Windows, on te propose toujours de configurer des trucs, il faut rajouter des éléments. Et donc, tous les mecs qui aiment bien bidouiller, ils adorent Windows. Et ceux qui se disent, bah, en fait, je veux juste que ça fonctionne bien et je veux pas me poser de questions, bah, ils vont préférer Apple, quoi. Et Et donc, du juste, coup, ouais. attends, je te coupe 2 secondes parce que tu viens de dire un truc très intéressant. Pareil, j'ai parlé avec ce mec qui est très fort en IA et qui est dev du coup, et il me disait que en fait, petit à petit, même au niveau du hardware et même au niveau de bah, tout ce qu'ils font au niveau des devs, parce que tu sais, les devs, ils utilisent beaucoup Linux. Linux, c'est l'interface sur laquelle ils bossent beaucoup. Et en fait, il me disait que Mac
avait une architecture qui était beaucoup plus simple que Windows. Où en fait, sur Windows, ils sont obligés de brancher un nouveau système d'exploitation, aller sur Linux, machin bidule, alors qu'en fait, sur Mac, ils peuvent avoir une interface qui est directe avec tout ce qu'ils doivent utiliser. Et il disait que justement, Apple était très fort là-dessus parce que petit à petit, ça va prendre du temps parce que le coût de changement est assez important pour Ouais. toutes les boîtes, mais que globalement, les boîtes avaient de plus en plus envie de bosser avec Apple parce que ça simplifiait énormément le boulot des devs. Ok, Et donc, c'est intéressant petit. parce que Ouais, Apple, ils sont connus pour, tu sais, avant c'était vraiment très très niché. Moi, je me souviens que j'avais un voisin juste à côté de chez moi, tu sais, il était Apple. Et mon père, il me disait, oh, regarde, c'est un des seuls gars qui est sur Mac. C'était vraiment, je te parle des années 2000, ouais, quoi. Le gars, c'était un fan, tu vois. C'est-à-dire les mecs qui étaient et qu'est-ce qu'il était? Il était architecte. Et vraiment, il avait un Mac et tu vois, lui, c'était la galère parce que justement, il devait tout adapter. Il y avait personne qui était sur Mac dans les années 2000, quoi. Enfin, il y avait quelques-uns, mais c'était très spécifique. C'était vraiment que des niches, quoi. Il y a aussi beaucoup tout ce qui était designer et tout qui était pas mal sur Mac, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils gagnent des parts de marché là-dessus. Donc, ils sont encore, évidemment, c'est encore. Ils sont pas dominants, même en iPhone. Tu vois, on a tendance à dire que l'iPhone, c'est le smartphone, c'est un des smartphones les ouais, plus non. vendus. Mais en fait, dans le monde, Samsung a des parts de marché plus importantes. Donc, à nouveau, ils dominent pas forcément sur le hardware, mais en fait, vu qu'ils sont très intégrés, et dans les pays développés, ben, ça devient de plus en plus une solution qui est utilisée. Et c'est intéressant aussi qu'ils gagnent des parts de marché sur le développement. Moi, j'ai hâte aussi de voir sur les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, pareil, ils sont vraiment à la ramasse. Mm. Aujourd'hui, un gamer, il peut quasiment pas jouer. Moi, j'arrive à jouer un peu à League of Legends, tu vois, sur mon Mac, mais mes potes, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent, achète-toi un PC pour venir jouer à Counter avec nous. Et c'est vrai que je pense que petit à petit, ils sont en train de développer des trucs et en effet, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire, bah tiens, en fait, le Mac, il devient compétitif, en fait. Alors qu'à une époque, il l'était Ouais. pas du tout. Je pense qu'il devient de plus en plus compétitif. Mais surtout sur la niche des devs, tu vois. Genre, c'est quand même une niche où tu te dis, les devs, c'est quand même un peu les cerveaux qui vont développer toutes les interfaces et tout ce qu'on va utiliser, nous, derrière, avec le hardware. Et donc, si les devs commencent à dire, putain, on est mieux sur Mac, bah, en fait, c'est eux qui auront peut-être le dernier mot, tu vois. S'ils n'arrêtent pas de dire, on est mieux là, on est mieux là, on est mieux là, bah, forcément, à terme, les entreprises, ils risquent de changer, tu vois. Donc, ouais, c'était un petit aparté. Je sais pas ce que tu disais en plus avant, je t'ai coupé. Mais, euh, mais ouais, c'était Non, assez, non, c'était mais assez t'inquiète. intéressant. Surtout que c'est moi qui ai tendance à pas mal te couper dans le podcast, alors il faut qu'on Non, non, rééquilibre, t'inquiète. qu'on rééquilibre le truc. Ouais, je regardais sur Apple en même temps, là, tu vois, 32%. Alors j'imagine que les pourcentages d'ailleurs que tu as annoncé au début, c'était les gains peut-être en perf. Tu dois regarder ça sur ton. Qu'on appelle Ouais, ça sur Portfolio Performance, ouais. sur portfolio performance. Donc il faut faire attention parce que des fois, est-ce que tu parles en TWR ou est-ce que tu parles en pourcentage Ouais, ouais. de gains globaux. Mais c'est vrai que là, sur mon fichier sheet, je compte l'améliorer parce que je trouve que c'est pas encore parfait. Mais il me dit 17% de surperformance par rapport au S&P 500, c'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai fait 32% sur les achats d'Apple. On a pas mal renforcé en fait quand l'action avait un petit peu baissé récemment, donc c'est plutôt cool. Et on est à 17% du coup, donc 32% pour Apple, 15% pour le S&P 500, donc 17% de surperformance sur cette position. C'est plutôt agréable. Après, je trouve que le prix est un peu élevé en ce moment. Si tu veux on va peut-être partager l'écran pour qu'on. J'aurais bien montré un Vas-y. petit peu. Alors, screen, Attends, il, euh, il est où mon. fenêtre, partager. Tu me dis quand tu vois. Ouais, c'est good. Ouais, tu vois, j'ai sorti Apple sur le Trident. On a un score de 16 sur 20, ce qui est pas mal, mais un petit peu faible. Enfin, ça reste très très bon, hein. Si on regarde les défauts, notamment c'est au niveau des ventes, et ça, c'est un des gros défauts d'Apple. En fait, il y a un certain cycle au niveau des ventes. Et donc, la promesse, en fait, avec le nouveau téléphone, c'est de se dire, enfin, de ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est pour ça que moi, c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que c'est un peu wait and see quand même. C'est-à-dire, est-ce que ces nouvelles fonctionnalités, ça va être en mode, les gens vont dire, waouh, c'est un truc de fou, j'ai trop envie d'avoir le nouvel iPhone. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment générer en fait un gros upgrade de cycle. Je vois par exemple ma chérie, elle a l'iPhone, je sais pas lequel elle a, je crois qu'elle a le 10 ou le 11. Et en vrai, en fait, elle avait pris un stockage trop faible et là maintenant il rame de Ouais, il ouf. commence Et donc elle à. a qu'une hâte, c'est d'upgrader quoi. Et il y a plein de gens qui sont comme ça en fait, qui attendent l'iPhone 16 pour upgrader. Et donc là, je pense que ça peut être chouette. Ça va dépendre évidemment du prix, ça dépend de pas mal de choses. Mais il y a pas mal de gens en fait. Je crois que l'iPhone 10 ou 11, je sais plus, mais tu sais, il y a souvent une génération qui va avoir beaucoup de succès. Du coup, les gens vont être sur cette génération et la majorité des gens, ils changent qu'au bout de 4-5 ans. Et donc là, avec l'iPhone 15, 16, il y a des analystes qui estiment qu'il va y avoir un gros renouveau de vente d'iPhone à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que ça peut vraiment impacter grandement les bénéfices d'Apple. On parle souvent qu'ils ont ralenti ces dernières années. Je ne sais pas si tu vois le graphique. Et c'est vrai que, Yes. tu vois, on a une explosion ici en 2020. Alors, attends, j'ai un petit Bah, bug. 2020, si je dis pas de bêtises, c'est l'iPhone
10 ou c'était en 2019 l'iPhone 10? Là, tu vois, je vois une croissance de 71% des profits en 2021. Et c'est pour ça que c'est dur de valoriser Apple. C'est qu'en fait, on alterne, tu vois, des périodes un peu de stabilité avec une énorme upgrade ici. Je pense que c'était peut-être lié aussi à tout ce qui était Covid, confinement, etc. Et Mm. ensuite, de nouveau, tu vois, on stabilise. Et donc, c'est vrai que quand tu regardes la croissance d'une année sur l'autre, tu te dis, ah, c'est nul, quoi. Ils ont fait 0% en 2023, par exemple, sur leurs bénéfices. Alors, si on va sur les ventes, et si on va sur les ventes, d'ailleurs, c'est pas bien mieux. Pareil, sur les ventes, tu vois, on est à 0% aussi en 2023. Et encore, c'est les ventes Ouais. par action. Donc les ventes par action, tu sais, vu qu'ils rachètent comme Vu des qu'ils rachètent bourrins des leurs actions, ils actions, ont baissé un petit peu, ouais. ouais, voilà, en brut, on sait qu'ils vont avoir baissé un petit peu. Et donc le truc à surveiller, c'est ça. Tu vois que les estimations sont quand même beaucoup plus optimistes pour 2024 et 2025 avec 8, 10% et 9% pour Ouais. 2026. Donc ils estiment qu'en effet, alors ça sera peut-être pas une croissance de 71% comme en 2021, mais ça peut repartir à la hausse. Et donc c'est un truc, je pense qu'il faut surveiller, Ouais. Mais après, même si remets le graphique vite fait. Après, tu vois, ce qui est très intéressant dans ce graphique-là, et là où il faut aussi prendre du recul sur les chiffres, moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus quand j'analyse des boîtes, tu vois, où je me dis, OK, les chiffres, ils disent ça, mais va regarder vraiment les courbes et va regarder ce qui se passe. Parce que, par exemple, Apple fait 71% en 2020. C'est une croissance qui est énorme. Derrière, ils stabilisent. Mais en fait, c'est déjà ouf, tu vois, qu'ils arrivent à stabiliser à 60, avec la croissance de oui, 71% l'année ouais, oui, d'avant. ils reculent Genre, pas parce qu'il en y a fait. plein Ouais. de boîtes, exactement, il y a plein de boîtes qui auraient fait 71% et qui se pèteraient la gueule le lendemain. Par exemple, Total. Va sur la courbe de Total, par exemple. Si tu Ouais. Mais peux, en tu l'as fait, ou tu, pas? tu peux. Ouais, ouais, je vais te la montrer, mais juste pour montrer 10%, tu vois, en fait, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est la moyenne. Et si tu te mets ici sur. Alors, on va enlever l'année 2024 qui est encore en estimation, mais si tu te mets sur les 10 dernières années, en fait, certes, tu as à nouveau 0% de croissance en 2013, mais si tu regardes, tu es à 15% en moyenne sur les 10 ans, et sur Ouais. 5 ans, tu es aussi à 15%, voire même 16%. Donc, en effet, je pense qu'il faut prendre ce recul, et c'est vrai que, bon, idéalement, tu préfères des entreprises qui font 16%, 16%, 16% tous les ans, mais ça dépend du type de produit qui est vendu. Et en fait, Apple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a encore une grande partie qui est du hardware. Tu vois, là, j'ai la répartition. On a que, même Ouais. si le service s'est beaucoup développé et permet justement de lisser, hein, c'est grâce au service que les bénéfices restent stables, parce que c'est vraiment justement le segment qui fait beaucoup de marge pour Apple. Ça reste, tu vois, 78% des ventes qui sont du hardware. Et le hardware, ben, on sait qu'on n'achète pas un iPhone tous les ans, on l'achète une fois tous les 5 ans. Et c'est pareil pour les iPads, les Mac et même les Apple Watch. Donc du coup, il y a un certain cycle de renouvellement. Et en effet, c'est déjà incroyable qu'Apple, grâce à justement la partie service et au fait que il y a quand même toujours des gens qui achètent des iPhones, même quand c'est pas forcément le gros cycle de renouvellement, ils arrivent à maintenir des choses assez chouettes. Mais ouais, moi Et si on je va trouve ça voir, assez impressionnant, tu vois. Ouais, si tu regardes Total, en fait, tu te rappelles, ils avaient fait une année exceptionnelle en 2022 ou 2023, je sais plus. Mais voilà, tu vois. Genre, ok, ça explose. Bah, 2020, ça avait craché. 2021, forcément, il y a le rebond. 2022, ça explose. Et en fait, l'année d'après, ben, en fait, ça a tellement explosé que c'est impossible de tenir. Donc là, pour le coup, tu as vraiment une cyclicité au niveau des profits qui est ouais, présente. Avec, ok, il y a une année exceptionnelle, mais on sait déjà que l'année d'après, ça va pas être possible. Alors qu'Apple, ils explosent 2020, et après, ils maintiennent, tu vois. 2020, tu vois, le payout ratio, là, on voit le dividende, 230% de payout ratio, donc ça commence à être compliqué. Ouais. Alors, on peut regarder aussi les free cash flow parce que c'est ça qui finance le dividende. Et là, c'est pareil, hein, tu as carrément des années où vraiment Total perd de l'argent, il n'y a pas de trésorerie et le dividende, tu Ouais. vois que c'est pour ça qu'il augmente pas beaucoup, alors qu'au contraire d'Apple, il a quand même plutôt tendance à augmenter. Après, ce qui est un peu dommage avec Apple au niveau du dividende, et moi, c'est aussi un des points que j'aime bien, en fait, avoir des croissances de dividendes à 2 chiffres. Parce que j'accepte justement d'obtenir, tu sais, un rendement plus faible en dividende, c'est pour que l'accélération, la croissance soit à 2 chiffres. Et c'est vrai qu'Apple, c'est un peu décevant. On a seulement 4% d'augmentation sur la dernière année et 7% en moyenne sur 5 ans. Ouais, mais Donc, après, tu as le rachat d'actions derrière qui est quand même assez exactement. énervé. On est à moins 21% sur les rachats d'actions sur les C'est un 5 dernières choix. années. Donc, c'est un choix d'allocation du capital. Ils ont préféré allouer. Et tu vois que le dividende représente que 15% en fait de leur free cash flow. Donc, en Ouais. effet, ils pourraient l'accélérer, mais ils préfèrent pour l'instant racheter l'action. C'est une décision d'allocation de capital, quoi. Après, quand tu vois, par exemple, je sais pas quand est-ce qu'ils prennent les décisions, mais aujourd'hui, on est tous les deux d'accord pour dire que le prix de Apple est quand même assez surévalué par rapport à ses fondamentaux. Enfin, c'est pas non plus extrême, mais c'est un petit peu cher. À voir aussi s'ils arrivent à ajuster en fonction de ça pour savoir si il faut racheter des actions malgré le fait qu'elles sont peut-être un petit peu chères et donc les acheter trop cher eux de leur côté, ou alors ben, augmenter peut-être le dividende un petit peu plus. Après, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'allocation du capital et il y a quelque chose qui est quand même assez fou, c'est que quand tu as une boîte qui verse un dividende, j'ai appelé ça dans la vidéo, j'ai appelé ça la prison du dividende. Genre, en gros, une boîte qui verse un dividende, qui s'engage envers ses actionnaires et qui verse un dividende croissant, ok, ça montre un signe de maturité, ça attire des investisseurs, mais la boîte, elle se retrouve un peu coincée dans ce je verse un dividende, je suis une boîte à dividende, il faut que je verse un dividende supérieur l'année d'après, sinon je vais me faire sanctionner.
et du coup, ils ont moins de marge de manœuvre sur l'allocation de capital sur la partie dividende, alors que le rachat d'actions, certes, c'est racheté, mais si l'entreprise fait un petit peu moins de rachat d'actions l'année d'après, elle se fait moins sanctionner que si elle dit, OK, ben en fait, je coupe le dividende ou alors je baisse mon dividende, tu vois. Je sais pas si tu as la même Ouais. réflexion que moi, mais ou alors je suis trop en mode particulier et pas forcément comme les gros poissons, mais j'ai l'impression que c'est plus regardé, plus sanctionné en tout cas quand tu as une baisse du dividende ou quelque chose qui est. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Bah, c'est sûr que en fait, plus l'entreprise, bon déjà il y a plein de gens qui considèrent même pas Apple comme une entreprise à dividende parce qu'en effet le rendement actuel en dividende il est de 0,47%. Donc pour beaucoup de gens, c'est même pas une entreprise à dividende. Donc je pense que ça fait partie des entreprises, même si le dividende venait à diminuer ou quoi que ce soit, il y a pas mal de gens qui s'en foutraient un peu. Maintenant, plus le dividende commence à être important, plus tu attires évidemment des investisseurs à dividende. Et plus tout d'un coup, ben, le dividende devient quelque chose d'important parce que les gens vivent et comptent sur ce dividende pour vivre. Et du coup, si tout à coup le dividende est coupé, là en effet, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Moi, je t'avoue que je le vois pas forcément comme une prison, je le vois en effet comme un engagement auprès des actionnaires. Et donc j'aime bien parce que c'est finalement une entreprise qui te dit, tu vois, si tu réfléchis je pense que ça aide de réfléchir à un niveau plus petit. Moi, par exemple, dans ma boîte, je pourrais me dire, eh ben, il y a 10% de mes bénéfices chaque année qui vont retourner dans ma poche. C'est mon salaire, tu vois. Et je pense que c'est bien de s'engager comme ça à se reverser un pourcentage de bénéfices assez important et stable dans le temps, parce qu'en fait, ça engage en fait l'entreprise dans une politique de nos actionnaires sont importants pour nous et on veut les récompenser. Et généralement, c'est pas parce qu'une entreprise verse un dividende, à nouveau si celui-ci est raisonnable et que voilà, qu'elle n'a pas d'autres manières d'allouer son capital. Tu vois. Donc pour moi, c'est pas l'un ou l'autre et ça n'empêche pas Apple. À nouveau, on voit que le dividende il représente 15% de son allocation capital. Avec 20% restant, elle peut racheter des actions. Avec le 20% au-dessus, elle peut investir dans la R&D. Avec 20% au-dessus, elle peut racheter des petites boîtes concurrentes. Enfin, tu vois, ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Et je pense que c'est juste un engagement à dire, ben voilà, quoi qu'il arrive, vous le savez, il y a une partie de nos bénéfices qui seront reversés sous forme de dividendes. Alors, je suis d'accord avec toi, ça enlève un peu de flexibilité dans le sens où, imagine, Apple a une super opportunité et il faudrait investir 100% du free cash flow pour en bénéficier. Ben, elle ne peut pas forcément le faire parce que il y a 20% qui doit partir dans le dividende pour à nouveau satisfaire les actionnaires. Mais même dans ce cas-là où Apple se retrouverait face à une opportunité incroyable où il y aurait beaucoup d'argent à investir, je pense que l'entreprise pourrait tout à fait utiliser un peu de levier, tu vois, c'est-à-dire emprunter un Oui. peu de dette, émettre un peu d'actions. Donc tu vois, pour moi, non, je le vois pas comme une prison et je le vois plutôt comme un engagement, vraiment une entreprise qui dit, ben, les actionnaires sont importants pour nous et on veut leur montrer que avec le temps, ils vont continuer de recevoir une partie de nos bénéfices. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi au niveau de l'engagement. Et en soi, c'est. Il faudrait que je ressorte le Miro que j'avais fait parce que il était. Mais attends, tac tac. Vas-y, je vais voir si je peux partager mon Vas-y, écran vite attends, fait de parce que moi. je vais arrêter le mien. Et puis après, on pourra se faire un petit. Parce que tu me disais qu'Apple était un peu cher. C'est vrai que je pense qu'il faut se méfier. Il y a un peu une hype en ce moment. Le PER est un peu élevé, mais on pourra se faire un petit, si tu veux, une petite estimation Vas-y. de rendement possible sur Apple. Mais tu vois, j'ai fini. On voit bien? Ouais. Euh, Ah oui, tu as fait ouais, C'est quoi? C'est l'équivalent. C'est un peu un équivalent de qu'on appelle ça là, ouais, des mind maps. Mais tu vois, en des gros, mind maps. j'ai parlé de l'allocation de capital. Donc, tu as la boîte qui va garder sa trésor pour. Justement, j'ai parlé d'Apple pour la croissance future, pour la gestion de son risque avec la trésor de précaution, la réduction de la dette, pour la diminution des intérêts, pour avoir une meilleure note au niveau de l'endettement. Et après, j'avais la partie dividende et la partie rachat d'actions. Donc là, c'est tout petit, mais en gros, ce que je mettais dans le rachat d'actions, c'est que les 5 gros points, c'est la structure du capital. Parce que plus tu rachètes d'actions, par exemple, ton bénéfice net par action va pouvoir augmenter, ça peut augmenter tes ratios. Hmm. S'il n'y a pas d'opportunité d'investissement, confiance de la direction. Donc, s'ils rachètent leurs propres actions, c'est que globalement, ils ont confiance et que en plus, s'ils les achètent en mode sous-évalué, c'est une bonne chose à faire. Gonfler le cours de l'action avec moins d'offres que de Confiance. demandes. Confiance, mon Clem, excuse-moi, je t'interromps juste. Confiance, je me dis attention parce que parfois, tu as certains. Comment dire, la justification du rachat peut être aussi en mode oui, notre cours, je veux faire monter le cours pour bénéficier de stock option Oui, ou tu vois. Donc, euh, on va dire que des fois, ça peut être motivé pour les mauvaises raisons, le rachat d'actions. Je pense que la seule bonne raison, en fait, pour une entreprise de oui, faire un rachat d'actions, c'est j'estime que le cours actuel est sous-évalué. Et ça, d'ailleurs, c'est une critique qu'on peut faire à Apple. Apple, ils s'embêtent pas, ils se prennent pas la tête. Ils disent, on va racheter 50 milliards d'actions. Et franchement, peu importe quel est le prix de l'action, j'ai l'impression qu'ils rachètent quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'est peut-être une petite critique qu'on pourrait faire, essayer de peut-être mieux timer. Et en même temps, des fois, c'est compliqué de timer correctement aussi les rachats, quoi. mais ça,
Ouais, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis aussi. Mais en gros, là, ce que c'était un peu la pression pour le management, c'est le point que je voulais aborder. C'était avec, par exemple, Disney, tu vois. Genre, la prison du dividende, c'est un peu ce que j'avais appelé là. C'est que certes, d'un côté, tu vas avoir des avantages avec un signal fort aux investisseurs de maturité, de solidité financière et aussi pour sécuriser une partie des gains par rapport aux plus-values. Parce que mine de rien, quand tu as une boîte en forte plus-value, ben, que tu as des dividendes, tu es quand même content de pouvoir sécuriser les gains. C'est pour ça qu'on les aime. Et par contre, derrière, tu as des boîtes, enfin, tu le vois, quand une boîte annonce une coupure de dividendes, même au niveau de la performance, genre ici, tu Oui, mais vois, au c'est niveau de une la très perf, mauvaise nouvelle, hein. ouais, C'est une voilà. très Mais en mauvaise fait, nouvelle. Moi, ouais, mais franchement, si une tu as une entreprise qui boîte, coupe son dividende, c'est très rare. Et d'ailleurs, SimpliSafe, tu sais, ils ont tout un historique là-dessus. C'est ouais, très rare qu'une entreprise coupe son dividende juste parce que, en fait, il y avait une meilleure allocation à faire. Souvent, derrière, il y a des vrais problèmes de business. Et donc, c'est pas forcément la coupure du dividende qui pose problème. Typiquement, Disney, c'est pas que que le dividende soit coupé, c'est que les bénéfices s'écroulent de 90%. Tu vois, donc c'est oui, bien difficile de sûr. savoir est-ce que c'est vraiment l'annonce. Tu vois, il faudrait prendre une entreprise, à mon avis, vraiment une entreprise de pleine croissance qui décide, et c'est arrivé, tu vois, les Nvidia, par exemple, ils ont commencé à mettre un dividende, et puis, c'est pas qu'ils l'ont coupé, mais ils ont arrêté de l'augmenter parce qu'ils ont dit, en fait, on s'en fout, tu vois, Ouais, et ça n'a pas eu d'impact sur ça n'a pas eu forcément d'impact sur leur cours. Donc, à nouveau, je suis pas ouais, sûr que, faudrait check. c'est pas, en fait, souvent, le truc, c'est que la coupure du dividende vient en conséquence de chute de fondamentaux importants. Et donc, du coup, in fine, ben, en fait, est-ce que la chute de l'action, elle vient de la coupure de dividende ou elle vient des fondamentaux qui sont complètement dégradés? Bah, un peu des deux, tu vois, j'ai l'impression. Bah, dans tous les cas, la coupure du dividende vient des fondamentaux parce que la boîte ne décide pas de couper le dividende en mode vas-y, on en a marre d'en verser un et même si tout va bien, on arrête, tu vois. Mais je trouve quand même que il y a je sais pas, un peu cet engouement autour des dividendes qui fait que pour un management, je pense qu'il y a plus de pression à dire on va couper le dividende ou on va réduire le dividende ou on va arrêter de l'augmenter que de dire on va racheter un peu moins d'actions ou on va juste du coup ne pas racheter d'actions cette année, tu vois. Je trouve que Bien c'est sûr. quand même Ah, interprété de mais bien manière sûr. différente. Bien sûr, c'est interprété de manière différente, mais justement, enfin, moi, j'adore aussi, et c'est pour ça que j'aime bien le dividende, c'est que j'adore regarder l'augmentation du dividende. Et typiquement, on a vu qu'Apple augmentait son dividende un peu, pas forcément très vite, et je pense que c'est lié aussi au fait que bah, ils ont un certain cycle, une certaine cyclicité, et s'ils augmentent un peu trop vite leur dividende, ils peuvent se retrouver dans des années où c'est peut-être un peu plus compliqué d'en payer. On sait aussi qu'ils sont fans de rachat d'actions, on l'a vu, mais du coup, moi, j'aime bien j'aime bien regarder le pourcentage de croissance chaque année du dividende, parce qu'une entreprise qui augmente de 10 ou 15% son dividende, pour moi, c'est un signe fort de dire, bah, regardez les gars, on fait tellement de profit qu'on peut se permettre d'en reverser. Donc pour moi, c'est un peu un signe que l'entreprise est vraiment confortable et je ne serais pas forcément à l'aise avec une entreprise qui te dit, oui, bon, bah, cette année, on arrête d'augmenter notre dividende, on va même un peu le réduire parce que, et ça, c'est très européen. En Europe, le dividende, c'était vu comme une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, on va verser X% de nos bénéfices en dividende. Bon, cette année, on a fait un peu plus de bénéfices, donc on en verse un exceptionnel. L'année suivante, Ouais. on n'en fait pas, donc on n'en verse pas. Ça fonctionne, mais j'avoue que moi je préfère le côté linéaire et ça me force à être sur des boîtes qui chaque année, tu vois, augmentent leurs bénéfices et donc chaque année augmentent, tu vois. Et à nouveau, on l'a vu sur l'allocation de capital, je pense pas que ça se. Enfin, évidemment, quand le dividende commence à représenter 50, 60, 70%, on est sur les entreprises beaucoup plus matures dans tous les cas. Donc là, c'est plus embêtant et en effet, ça les empêche peut-être ça commence à devenir un boulet. Mais pour les entreprises, un peu le genre d'entreprise qu'on vise, tu vois, où ça fait 5-10 années que le dividende augmente et tout, pour moi, ça leur empêche absolument pas de faire le reste, c'est-à-dire d'investir, voilà, et ça peut Non, bien même, on sûr, en avait parlé, leur éviter d'investir dans des projets à la spéculatifs con. parce que tu as le problème d'avoir trop d'argent aussi, tu vois, quand on a Ouais. trop et que si tu gardes, c'est pareil, à nouveau, dans ta boîte, si tu gardes trop d'argent et que tu t'en reverses jamais pour toi, tu vas toujours trouver des trucs dans lesquels investir et au bout d'un moment, ça sera peut-être pas forcément les meilleurs investissements. Ouais. Mais de toute façon, l'allocation de capital, c'est quelque chose qui, je pense, est assez délicat. Même nous, à notre échelle, tu vois, genre, même, tu vois, moi, dans ma boîte, je dois avoir entre 60 et 70 000 balles de trésor, du coup, dans la société, parce que du coup, c'est fermé, c'est pas à moi, c'est à la société. Et en fait, de cette trésor-là, ben, je peux en faire plusieurs choses. Je peux ben, investir dans mes équipes, je peux investir dans potentiellement la publicité, je peux investir dans bah, du coaching, du mentoring pour aller chercher ben, plus de trucs, machin. Je peux investir, je peux coffrer le cash et le mettre sur un compte à terme aujourd'hui. Je peux l'investir sur le long terme. Tu vois, il y a 36 millions de solutions. Et juste pour revenir aux dividendes, moi, ce que je regarde aussi beaucoup, et ça, c'est quelque chose qui caractérise les boîtes sur lesquelles on va, c'est que j'aime beaucoup que le bénéfice net par action, par exemple, si tu compares aux dividendes par action, augmente plus vite que le versement de dividendes.
Parce que je me dis, si la boîte a un bénéfice ou a des free cash flow, peu importe, qui augmente plus vite que ce qu'ils versent, globalement, ils peuvent tenir ce rythme-là, ils peuvent tenir cette augmentation pendant des années et des années et des années. À partir du moment, par contre, où le dividende, la croissance du dividende est largement Plus supérieure au importante, bénéfice, ouais. tu dis, à un moment donné, les courbes elles vont se croiser et ça va capoter. Et à ce moment-là, il y aura un petit problème. Donc, ça, c'est un critère que je regarde et que j'aime bien regarder. Ouais. Ouais, non, mais tu as carrément raison. C'est vrai qu'il faut se méfier. Des fois, tu as des boîtes qui vont annoncer tu vois, des grosses augmentations de dividendes. Elles vont annoncer un plus 10%. Et en fait, tu regardes, elles ont augmenté leurs bénéfices de plus 3%. Là, c'est inquiétant. Et c'est super Ouais. intéressant de comparer les deux. Et c'est pareil, ce que je trouve intéressant, c'est de comparer, par exemple, une action qui a fait 15% par an sur les 10 dernières années. Tu peux regarder qu'est-ce qui vient de l'augmentation des bénéfices. Donc, est-ce que finalement le multiple est resté le même? Donc, par exemple, l'entreprise se vendait 20 fois ses bénéfices et elle a fait 15% par an. Elle se vend toujours aujourd'hui 20 fois ses bénéfices. Donc, c'est uniquement la croissance de ses bénéfices qui a généré du rendement. Ou alors, est-ce que c'est l'extension du multiple? Parce que pareil, tu peux avoir une entreprise typiquement qui se vendait un PER de 20. Si elle se vend un PER de 30 aujourd'hui, eh bien, en fait, il y a une partie des gains qui n'auront pas été générés par l'amélioration des fondamentaux, mais juste par De la spéculation. Ouais. le re-rating. Ouais, alors voilà, les Anglais parlent de re-rating et c'est bien parce que je pense que c'est justement, ça fait un bon saut sur Apple. Je pense que Apple, ce dont il est très important de parler, c'est que, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal et sont passés un petit peu à côté, à mon avis, d'Apple, c'est qu'il y a eu un re-rating sur l'action. C'est-à-dire que si on regarde au niveau de son multiple, tu vois qu'on a toute une période ici, donc quand même où Apple avait quand même du succès, tu vois, entre 2010 et même jusqu'en 2019, où on était sur des PER de 15, quoi. On était vraiment sur des PER assez faibles en fait pour Ouais. l'action. Et donc, on va dire que quand l'action a commencé à s'envoler après la Covid, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est n'importe quoi, ça va jamais tenir, etc. Parce que on était sur des PER de 30, de 28, etc. On était plutôt sur les PER de 20. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on voit grosse croissance d'Apple et surtout, Apple a un petit peu, à mon avis, changé son business model et aujourd'hui beaucoup plus valorisé finalement comme une boîte qui fait du service, donc comme une boîte qui fait des logiciels, versus comme une boîte qui fait du hardware. C'est-à-dire si en Ouais. effet tu vends que du hardware, bah, tu es plutôt sur des PER entre 15 et 20 sur le marché, alors que si tu fais du service, tu vois, et que tu proposes des applications, etc., tu es plutôt sur des PER qui sont entre 20 et 25. Et on voit que historiquement, là, sur la période donnée, tu vois, je suis tu vois, en fonction des périodes que je vais sélectionner. Donc, par exemple, si je sélectionne 10 ans, tu vois, je suis un multiple moyen de 19. Alors que si je sélectionne 5 ans, je suis à 23. Donc, on voit qu'il y a Ouais. une extension du multiple d'Apple. Et je vais essayer de te montrer comment j'ai fait mon calcul ici, moi. Tu vois, si j'estime une croissance à 10%, donc c'est pas forcément une énorme croissance, mais c'est quand même une boîte qui est quand même déjà très énorme aujourd'hui, donc ça ralentit un petit peu. Et j'estime un multiple juste à environ 22, tu vois. Entre 20 et 25, historiquement, tu vois, on est entre 20 et 25. Donc j'estime qu'il va quand même y avoir une contraction sur les 5 prochaines années à 22. Donc tu vois, je peux m'amuser à placer du coup ce multiple de 22. Si ça se trouve, ça sera pas le bon multiple. À nouveau, l'idée c'est de faire une estimation, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Et tu vois qu'à 22, bah finalement, ça fait longtemps que l'entreprise ne s'est pas échangé un multiple de 22. Et là, on est en train d'être vraiment au-dessus. On a un multiple de 33. Et donc, si on fait le calcul et qu'on retourne ici et qu'on estime, donc je t'ai dit qu'on a dit une croissance de 10% et qu'on applique aussi la croissance des analystes. Donc, hop, on se met juste ici. On enlève du coup les autres éléments. Tu vois, moi, je tombe sur une estimation pour Apple de seulement 2% par an de rendement. Donc, Ouais. à nouveau, si ça se trouve, le cycle iPhone sera beaucoup plus puissant et donc la croissance des bénéfices sera beaucoup plus importante. Ou alors, le multiple sera encore mieux valorisé parce qu'on se dira, ouais, Apple, c'est des tueurs. En fait, ils ne méritent pas un PER de 22, ils méritent un PER de 30, tu vois. Bah, Mais là, c'est toute la complexité de en la, étant de la prudent, valorisation. bah oui, C'est toute la complexité. En fait, tu sais c'est pas. ça. Genre, en fait, déjà faire des prévisions sur les cours, c'est quasiment impossible. Et en plus, faire les prévisions au niveau de la croissance future, etc. Certes, on a des indicateurs, mais on voit de toute façon la différence entre le chiffre d'affaires estimé et le chiffre d'affaires réel à chaque trimestre. Il y a toujours une différence plus ou moins grosse en fonction de ce qui peut se passer au niveau de la boîte. Mais en fait, tous les calculs se basent sur des prévisions et ces prévisions peuvent être fausses, tu vois. Et en fait, c'est là où il faut se dire, bah ok, il y a 70% de chances que ça se passe comme ça, 90%, ou alors on est vraiment dans le flou et peut-être que c'est que 30% des prévisions qui peuvent vraiment coller à ce que j'ai prévu. Mais ouais, c'est très dur.
Et c'est là où il y a le plus d'argent à aller chercher, tu sais, des fois quand tu es contrariant, c'est-à-dire que les analystes pensent que ça va grandir à 10%, toi tu penses que ça va grandir à 20%, bah là tout d'un coup Mm. ça devient une action qui devient intéressante. Donc en effet c'est intéressant de développer son propre avis. Après j'avoue que moi je me base pas mal un peu sur les estimations, puisque ce qui est cool c'est qu'on peut regarder, tu vois, typiquement sur un fast graph, on peut regarder à quel point les analystes ont eu raison sur l'entreprise ou pas. Et tu vois sur Apple on est à 60, non même plus, on est à 92% du temps. Donc les prévisions que les analystes font sur 2 ans, 92% du temps ils ont raison. Soit Apple fait mieux, soit Apple est inline, tu vois, donc et dans le juste. Donc finalement, il se trompe pas tant que ça. Évidemment, quand il se trompe, bah, ça peut faire mal. Mais on peut aussi avoir, et c'est ce qui est souvent le cas d'Apple, on peut aussi avoir des bonnes surprises. 33% du temps, Apple a fait plus que ce que les analystes avaient prévu, 10% ou plus que ce que les analystes avaient prévu. Et donc, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à arbitrer entre les différents points. Et c'est là que la connaissance de l'entreprise est importante, parce que c'est facile de faire des tests comme ça en faisant des moyennes de PER, etc. Ce qui va vraiment driver le truc, c'est si tu as bien analysé la boîte, tu vas pouvoir savoir si ces estimations sont justes ou pas, et si au contraire tu dois les booster ou au contraire les réduire en fonction de ce que tu as compris sur l'opportunité qu'a la boîte en termes de développement Ouais. futur. Mais après, en fait, là où c'est très délicat, c'est qu'il y a toujours des variantes qui viennent se rajouter. Par exemple, l'histoire de Apple Intelligence OpenAI, le partenariat, bah, en fait, avant-hier, bah, on savait pas, tu vois. Et en fait, ça vient Mm. redéfinir les perspectives d'Apple, potentiellement la croissance future, l'éventuel partenariat, parce qu'on n'en sait pas forcément énormément au niveau des chiffres et au niveau du partenariat qu'ils ont fait. Comment est-ce que Apple va monétiser ça? Parce qu'ils font pas ça pour les beaux yeux de Sam Altman, hein. À mon avis, ils vont en tirer de l'argent aussi. Donc ça rajoute, tu vois. Et en fait, il faut le prochain trimestre, ou alors à la prochaine keynote d'Apple, ils vont annoncer encore une dinguerie, ou alors bah, qu'en fait, Ouais. parce que je sais pas où ça en est le cycle des iPhones, mais je pense que tu as raison. Il y a quand même un cycle là depuis l'iPhone 10 où les iPhones, bon ok, il y a de l'évolution incrémentale. C'est Léo Duff qui disait ça. C'était de l'évolution petit à petit. Vraiment, on améliore le petit truc, petit truc, petit truc. Et il va y avoir un moment où ils vont redéfinir un peu l'iPhone. Je sais pas si ça sera cette année, mais si c'est pas cette année, ça peut décevoir et etc. etc. Donc, Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a toujours des surprises et en effet, les petites améliorations incrémentales, le problème, c'est que du coup, ça justifie pas forcément l'upgrade en fait. C'est-à-dire, si tu te dis, t'as mm, l'iPhone 13 et tu te dis, ouais, d'accord, sur le 15, il y a un appareil qui est un peu mieux, il y a deux, trois trucs en plus, bon, tu te dis, bon, ça vaut pas forcément le coup. Et donc, ce qui va être intéressant à voir avec Apple Intelligence, c'est est-ce que tout à coup, tu vas voir tes potes utiliser les nouvelles fonctionnalités, parce que c'est ça en fait, hein, le truc qui crée le trigger, c'est tu vois des amis qui ont le dernier iPhone et ils font des trucs que toi, tu peux pas faire avec le tien. Et là, tu as une petite FOMO qui arrive et tu te dis, putain, merde, j'aimerais bien moi aussi pouvoir ouais. tu vois, avoir ça. Et c'est là que l'upgrade, elle peut être un peu plus justifiée, quoi. Alors qu'au contraire, si tu te dis, en vrai, passer sur le 15, ça changera rien. En plus, le mien, il fonctionne très bien. Forcément, en fait, en effet, plus les améliorations sont minimes et plus le cycle de renouvellement va être long parce que bah, finalement, les gens sont contents de leur iPhone. Ouais. Quelqu'un qui a un iPhone 10 ou 13 est encore content aujourd'hui et il faudra attendre encore 1 ou 2 ans avant C'est là qu'il change. que ça va être assez difficile de voir, enfin, d'estimer à quel point ça va changer l'utilisation de l'iPhone parce que, par exemple, ils ont pas mal parlé de Siri, mais je sais pas toi, mais moi, Siri, je ne l'utilise jamais. Mais genre, quand je te Mm. dis jamais, c'est jamais. Vrai. En même temps, il Ben est ouais, Siri ouais, mais donc c'est un c'est peu nul. Mais s'ils arrivent à justement changer Siri, et est-ce que ça va vraiment changer l'utilisation des personnes? Est-ce que ça va devenir assez ouf pour mm, que les gens en arrivent à utiliser Siri, tu vois? Enfin, pas vraiment Siri, mais du coup, Apple Intelligence et tout ce qui va aller avec. Ou alors, est-ce que ça va aller beaucoup, enfin vraiment au-delà de ça, avec vraiment ben, des améliorations en interne des applications? J'en sais rien, moi, dans l'application Note, par exemple, tu notes un truc, ben, tu dis, ça t'en crée un tableau, tu vois? J'en sais rien, je sais pas trop comment ça va être mis en place, mais je sais pas à quel point ça va changer vraiment l'utilisation de l'iPhone. C'est la petite crainte que j'ai moi, c'est genre en mode, est-ce qu'on va vraiment voir une grosse diff justement qui va justifier bah, enfin, de changer d'iPhone ou de changer de. Enfin, il y aura même. Je sais même pas s'il y aura besoin de changer d'iPhone parce que ce sera sur iOS 18 qui sera toujours valable sur les iPhones présents. Hein. n- non, non, en fait, ça marchera que sur les iPhone 15 et plus, ils ont annoncé. Ok. Donc ça aussi, c'est une justification pour passer un petit peu, tu vois. Moi, je me suis encore fait avoir. De toute façon, avec Apple, je l'achète toujours juste avant qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité. J'ai l'impression T'as qu'à le chaque 14 fois, là? j'avais acheté mon Mac juste avant qu'il fasse le M1. J'ai acheté le 14 Pro Max juste avant qu'il passe, tu vois. Mais bon, Dur. c'est le game. C'est le jeu.
Et en effet, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que Siri est très peu utilisé. Moi, de toute façon, les commandes vocales, j'ai l'impression que c'est surtout les gens âgés qui utilisent les commandes vocales. Moi, j'avoue que j'utilise très peu, finalement, autant j'envoie beaucoup de messages vocaux, mais j'utilise pas forcément les commandes vocales dans les différents outils. Mais voilà, je connais Apple et généralement, ils sont assez forts pour rendre le truc sexy et te donner envie, en fait, de le tester. Et apparemment, Siri va être capable, en fait, d'aller chercher des données sur différentes applications. Et donc, tu peux combiner un peu différentes applications qu'il y a sur ton mobile pour avoir tout de suite une info plus importante, tu vois. Et donc, je pense que ça peut avoir du potentiel. Il y a aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais tout ce qui va être semi-conducteur, c'est-à-dire que si justement les puces d'Apple peuvent vraiment utiliser l'intelligence artificielle sans storer de la data des clients et arriver à bien avoir un truc puissant et améliorer finalement tu vois, la rapidité aussi des puces grâce à cette intelligence artificielle qui à nouveau sera en local, je me dis voilà, il y a des choses intéressantes quoi. Même si je suis d'accord avec toi, c'est un peu wait and see et je pense qu'en bourse il y a toujours cette tendance à trop surfer la news, tu vois, exagéré, là, ouais. c'est voilà. Attendons, enfin moi je me dis soyons patients. Et le moment où il fallait renforcer Apple, c'est justement quand il y avait des doutes, parce que c'est le moment où il y a des doutes où les gens disent ouais Apple ils ont rien annoncé sur l'IA. Moi dans ma tête je me disais toujours ils vont finir par annoncer un truc. Forcément ils vont se positionner et connaissant Apple ils sont assez bons. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait renforcer l'action et pas au moment justement une fois que l'annonce est faite et que là les gens disent ah oui bah là en fait ça marche tu vois. Ouais, mais après, est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où Apple était vraiment très intéressant, tu vois, dans cette période de doute? Parce que, Non après mine moi de je suis rien, ça fait un moment quand même que le prix était assez intéressant. Moi, je sais que j'ai pas fait d'achat depuis. Attends, je vais te dire, mais mon dernier achat, c'était début 2023, je crois, hein. C'était mon dernier achat sur Apple date du 27 mars 2023. Donc ah ouais ça alors fait que nous plus d'un an. mais t'as pas suivi la méthode Trident hein, mon petit Clem parce Ah qu'on bah, je commence à faire ma propre tambouille, Eh hein. oui, et on a balancé, nous on a énormément renforcé Apple en fait, donc les gens doivent être contents là. On a renforcé 26 février 2024, 4 mars 2024, 11 mars 2024, 18 mars 2024, 25 mars 2024. En fait, le prix de l'action 15 avril 2024, 29 avril 2024. Donc en fait, on a renforcé toute la période où Apple était un Ouais. peu, tu vois, en gros l'action n'était pas non plus sous-évaluée, mais tu vois, on a pris 20% depuis. Et en fait, moi ce que je disais, c'est qu'il y avait quand même un free cash flow qui était intéressant par rapport à l'entreprise. Et donc, je trouvais que c'était quand même, à nouveau, moi, je suis pas, et ça aussi, je sais pas comment toi tu vas gérer justement sur les achats. Je sais qu'il y a des grands investisseurs, en fait, leur stratégie, c'est de mettre à fond du cash. Et quand vraiment il y a une action qui est complètement appricassée et qui est super intéressante, là, ils y vont comme des bourrins et ils lâchent 100 000 dollars direct sur l'action. Ouais. Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus dans une logique un peu DCA où je vais renforcer dès que je vais voir que l'action est à un prix correct. Donc, je n'attends pas un prix parfait, j'attends juste un prix correct. Et du coup, On en a ça parlé permet de il y a faire 2 ce semaines, genre ouais. Je suis d'accord. tu vois, d'avoir Ouais. ce genre de gain sur Apple que j'aurais pas eu si j'étais en mode non, mais le prix est correct en ce moment, mais je veux vraiment un prix cassé. Bah aujourd'hui, tu vois, le prix s'envole et derrière, je peux pas récupérer. Donc, Ouais. Par contre, là, moi, ce que je fais, c'est tu des vois, stratégies. c'est Quoi. pas forcément que je mets du cash de côté. Moi, j'ai toujours mon problème qui traîne là au niveau de la trésor perso, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais par contre, je passe sur un achat mensuel, je pense. Parce que avant, du coup, avec Trident, je faisais un achat hebdomadaire, ce qui est bien quand t'as pas trop à y réfléchir, en fait. Genre, quand toi, justement, tu dis, bah, en fait, on va acheter ça et puis c'est ça. Mais c'est vrai que là, maintenant, le fait de prendre du recul, de vraiment analyser les trucs et tout, ça prend du temps. Et en fait, faire ça toutes les semaines, c'est très chaud. Et même, j'ai remarqué que je me tenais plus loin du marché en faisant, enfin, tu vois, début de mois, ok, ben, on en est où? On fait un gros point, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis vachement plus éloigné des news et de tous les petits. En fait, parce que sur un mois, ok, il peut y avoir des grosses variations, comme Apple, par exemple, là, il y a eu une variation de 11%, mais ça reste assez rare, tu vois. Il y a des fois, on a des news sur les entreprises et elles vont varier de 2-3%. Et là, toi, tu te dis, putain, c'est peut-être le moment de renforcer maintenant, tu vois, parce que j'hésitais il y a une semaine, mais ça Ouais. change rien sur le long terme, quasiment rien. Donc, je Ah. préfère me dire une fois par mois, tu fais ton job correctement et tu vas vers une action, celle qui te paraît la plus intéressante en fonction de la répartition de ton portefeuille actuel et c'est la femme de ménage. Non, c'est ma chérie qui vient toquer. Ah, Tu peux refermer la porte, bébé? Ou pas? Il faut que tu moi, il y a comptes. Marie aussi qui est rentrée manger, je l'ai entendu. Attends, bouge pas, je vais voir. Vas-y, tu lui passes le bonjour. Petite interruption, je passe en mode podcast tout seul, en attendant le chef. C'est bon, t'es arrivé à meubler, mon gars. J'ai dit que des conneries, terrible. Ok. C'est avec le chat. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En gros, moi, ma théorie, tu vois, en fait, il faut avoir un process qui est bien rodé, je pense, parce que
je vois aussi pas mal de clients qui sont un peu sur ce délire-là, c'est-à-dire ils surveillent un peu toutes les actions et dès que ça baisse, ils disent ah, tu penses que c'est une bonne opportunité Mm. et tout. Tu vois. Moi, je suis absolument pas là-dedans. C'est-à-dire que je sais même pas combien mes actions ont pris. Tu vois. Moi non plus. Là, évidemment, je le sais parce que Apple a pris plus 11%, mais généralement, je sais même pas ce qui se passe. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est plutôt de se dire, c'est très rodé. Chaque lundi, je refais mes calculs, donc on recalcule toutes les estimations de performance. Et en fait, c'est simple, la règle, elle est simple, c'est que si une action a plus de 10% de rendement estimé sur les 5 prochaines années, ce lundi, on va l'acheter et on va mettre en priorité, en fait, on va acheter en priorité celles qu'on a le moins parmi celles qui ont plus de 10% de rendement. Donc, Ouais. imaginons, il y a Apple, Microsoft et Mastercard qui ont plus de 10% de rendement en ce moment. Eh bien, on va acheter tout simplement celles sur laquelle on est le moins exposé dans le portefeuille. Et typiquement, Apple, c'était le cas. C'est-à-dire pourquoi on a beaucoup renforcé Apple ces derniers mois, alors que ce n'était pas forcément l'entreprise la plus intéressante parmi celles qu'on avait. C'est que moi, j'ai dit, bah, Apple, on l'avait beaucoup renforcé, tu sais, au tout début du portefeuille. Et depuis, on l'avait plus du tout touché. Et donc, on avait finalement une exposition Apple qui était un petit peu trop réduite à mon goût. Et donc là, elle est de nouveau, à nouveau, il y a quelques mois, elle est de nouveau rentrée dans celle qui avait un rendement en free cash flow intéressant. Donc, j'ai dit, bon, bah, go, on la renforce. Et donc, tu vois, quand tu as un process comme ça très, très clair, je trouve que le fait de renforcer chaque semaine, c'est pas forcément dérangeant, ou chaque mois, enfin, ça fonctionne aussi. On a des clients qui font Oui, qu'une fois oui. par mois. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir vraiment un truc, enfin voilà, se créer un process très précis quand tu fais du DCA comme ça, parce que sinon, en effet, tu prends le risque de trop toujours à te dire ah là peut-être c'est Ouais. là, peut-être Et en fait, c'est celle-ci, peut-être ça. celle, et de toujours renforcer aussi les actions qui baissent, parce que ça c'est un Ouais. truc que je vois Et c'est beaucoup la avec mes nuance. clients, Ouais, c'est la c'est nuance, je pense, toujours c'est ce qu'il acheter faut ce qui avoir un baisse quoi. process en dehors du marché. Genre en mode, ok, Oui, genre aujourd'hui, bah, c'est bon, on met les œillères. Genre tout ce qui est news, tout ce qui est petites variations, ben, on écarte parce que c'est pas ça qui nous intéresse quand on est investisseur long terme. Toujours pareil, parce que tout dépend de l'horizon d'investissement des investisseurs. Mais nous, ici, on parle, pour la plupart d'entre vous, vous êtes long terme. Ok, bah, plus de news, plus de petites variations. Quel est mon process? Mon process de valorisation. Quelles sont les boîtes intéressantes aujourd'hui au niveau de mon analyse quantitative fondamentale? Et ensuite, bah, let's go, tu prends une décision. Et puis voilà. Et puis, le seul cas, tu vois, le seul cas où je pense que c'est un peu délicat, c'est si vraiment tu te retrouves avec toutes les actions qui sont qualifiées ou qui sont de très très bonne qualité que tu veux avoir dans le portefeuille et que vraiment il y en a aucune qui a des fondamentaux, enfin qui a une valorisation intéressante à l'instant T. Là, c'est peut-être le seul moment délicat où en fait il faut se dire, ok, est-ce que j'y vais quand même parce que DCA, parce que process, parce que machin, ou est-ce que ouais. bah, s'il n'y a pas de boîte Mais qualifiée, je j'achète pas, tu vois. ça, pour moi, on a vraiment de la chance, tu vois, parce que quand tu fais du stock picking, là, tout à l'heure, on parlait d'Apple qui a pris X%, mais tu as des boîtes, on parlait d'Intuit ou de Salesforce qui font des logiciels qui, au contraire, baissent. Donc, Ouais. quand tu es un investisseur à ETF, et c'est pas pour critiquer les investisseurs ETF, c'est une très bonne stratégie qui est très simple, et le DCA, voilà. Mais par contre, tu es obligé d'acheter, bah, généralement, tu vas continuer d'acheter les ETF que tu as sélectionnés. Et donc, du coup, tu pas ce truc que tu peux avoir en stock picking qui est un petit peu d'optimisation, de te dire, bah, tiens, je vais arrêter d'acheter Apple parce que justement, l'action a beaucoup monté et d'après mon rendement estimé, c'est pas incroyable en ce moment. Par contre, je vais acheter les boîtes qui sont en train de baisser. Alors, à nouveau, attention, il ne faut pas acheter justement renforcer automatiquement les boîtes qui sont en train de baisser. C'est uniquement quand tu as fait bien ton calcul, parce qu'une boîte peut baisser et rester surévaluée. On en avait parlé ensemble, ou au contraire peut monter et rester sous-évaluée. Donc ça, c'est vraiment le calcul que tu dois faire. Mais toujours dans cette stratégie, tu vois, c'est pour ça que moi je recalcule tous les lundis les estimations. C'est que même tu parlais de des petites variations, bah, en fait on les prend en compte les variations. Parce que si l'action a chuté de 3%, bah, automatiquement son rendement estimé va Mm. légèrement monter. Donc et du coup, on va pouvoir voir un chiffre et de se dire, OK, ben, d'après mes estimations prudentes, cette action devrait rapporter 8% par an. Et à nouveau, moi, 8% par an, c'est pas suffisant. Donc, je préfère attendre qu'elle soit au-dessus de 10% par an. Donc, c'est vrai que tu peux te créer un process comme ça qui t'évite vraiment d'être stressé et voilà, et de pouvoir te connecter chaque lundi, te dire, ou chaque mois, une fois par mois, une fois par semaine, te dire, OK, bah, c'est cette boîte que je dois renforcer cette semaine parce que dans celle que j'ai, c'est celle qui a un bon rendement estimé et celle sur laquelle je suis pas forcément suffisamment exposé. De toute façon, je pense qu'on est assez d'accord avec ça et c'est rigolo parce que j'ai repensé à nos premiers podcasts ou même nos premières vidéos où moi je débutais un petit peu plus que toi et je me rappelle que j'arrivais pas à déconnecter, tu vois, je regardais tous les jours mon portefeuille, je sais pas si tu te rappelles de cette période-là, mais en fait, Ouais. c'est bon, une fois que, enfin ça dure, je pense que tu l'avais eu aussi, mais ça dure un an, allez, ou peut-être un peu moins ou un peu plus en fonction des profils, mais ensuite il faut arriver à déconnecter parce que sinon tu peux pas prendre de bonnes décisions. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut être loin des marchés. Enfin, on est investisseur long terme, tu vois. Ça, c'est vraiment. Il faut avoir une bonne corrélation entre ce que tu dis et ce que tu fais. Genre, si tu dis que tu es investisseur long terme et que tu investis vraiment sur le long terme, à quoi ça sert de te connecter tous les jours, d'aller voir la moindre petite variation, d'aller voir la moindre petite news? Ça va foutre le feu. Genre, tu risques de dire, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'opportunités ou est-ce que je suis pas en train de me faire avoir sur cette boîte-là? Est-ce que je dois vendre? Et en fait, tu te poses des questions que tu devrais pas te poser si tu es investisseur long terme, tu vois. Et ça, je pense Ouais. qu'il y a vraiment un gros problème.
moi, je le vois sur Instagram avec les messages. En fait, les gens, ils sont long terme, mais ils sont connectés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, en fait, ça va. Il, C'est des questions qu'il faudrait pas se poser. il faut avoir des barrières, tu vois. Moi, typiquement, je te parlais que j'investissais chaque lundi. En fait, pour moi, quoi qu'il arrive, je ne passe aucun ordre d'achat ou de vente en dehors du lundi. Donc Mm. déjà, s'il y a une news qui pop le samedi, le vendredi, le mercredi, bah, je me dis, ok, cool, bah, je verrai l'impact que ça a lundi. Donc déjà, si tu as un jour sur lequel tu prends ta décision, je pense que ça permet de ne pas prendre des décisions à chaud. Typiquement, le truc qu'il faut absolument éviter. Quoi. Ah merde, cette action l'a baissé, donc il faut que je la vende, ou cette action l'a monté, vite, je suis en train de louper le train. Non, on verra lundi, tu vois. Et même là, moi, c'est frustrant parce que je sais, par exemple, en ce moment, je suis en train d'analyser Salesforce. Je me dis, tiens, c'est une boîte qui est assez intéressante. En ce moment, elle a un prix en plus qui est pas mal. Je suis pas encore sûr qu'elle va être qualifiée sur mon système. Mais du coup, il y a une part de moi qui est en FOMO, qui se dit, putain, ça se trouve, le temps que j'analyse, elle sera remontée. Mais à nouveau, prenons du recul. On va investir sur les 10 prochaines années sur une boîte. Donc, même si elle remonte de 10% demain, tu n'auras rien loupé, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. La décision importante, c'est en effet qu'est-ce qu'elle va faire sur les 5-10 prochaines années et pas qu'est-ce qui va se passer sur les prochains jours, quoi. Et en effet, des Et fois, on surestime. on est trop On là-dessus, quoi. surestime l'impact en fait du petit pourcentage. Je commence à bégayer là. Du petit pourcentage de 5% à l'instant T, tu vois. En fait, ces 5% là, quand tu dézoomes et que tu regardes sur 10 ans, ça va être une goutte d'eau. C'est, tu sais, il y avait un graphique qui était sorti, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais c'était un investisseur qui investit toujours au pire moment, un investisseur qui fait du DCA bête et méchant, et un investisseur qui investit qu'au meilleur moment sur vraiment le marché, donc ETF, DCA, machin bidule. Et en fait, il disait que ce qui était assez marrant, c'est que sur un horizon de temps long, et plus c'était long, plus la différence était minime. Parce que Ouais. justement, ben, en fait, ces différences d'achat à un instant T qui sont de quelques pourcents ont très très peu d'impact sur le long terme. Bah, moi, je me souviens que je l'avais sorti, j'en ai fait une vidéo, donc peut-être que tu l'avais vu sur une de mes vidéos. Enfin, Ah ouais, c'est possible. une étude assez connue. Et en effet, il y avait Sally, il y avait le best, celui qui chaque année. Ouais, je crois Après, que il c'est faut faire ça, ouais. attention parce que c'était sur du S&P 500, donc globalement le Oui, marché sur le dans son marché. ensemble, alors que sur des actions individuelles, à mon avis, c'est quand même assez différent. Le timing est quand même un peu plus important. J'ai un pote, d'ailleurs, mon coloc à Maurice, il suit la méthode Trident, mais lui, il achète les actions, toutes les actions. Il me dit, je m'en fous de la valorisation, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir laquelle il faut acheter, j'achète tout. Tu vois. Donc, nous, on a simplifié, tu sais, avec l'app, on a tout un système maintenant qui te dit exactement quelle action tu dois acheter parce que c'est vrai que ça peut être compliqué pour les gens de comprendre le système. Mais c'est intéressant et c'est vrai que sur le long terme, je suis pas sûr. Enfin, je pense qu'on aura une meilleure performance que lui parce qu'on aura un peu mieux optimisé nos achats. Maintenant, quelle différence ça fera, c'est toujours un peu compliqué Bah, à c'est savoir. parfait. Et T'auras t'auras voilà, j'aurai le test la pour comparaison, voir le test en la direct. différence, si ça se trouve. Mais ce qui est sûr, c'est que le timing des achats n'est pas le truc le plus important. Je pense que ça prend plus d'importance avec, en effet, les actions individuelles que les ETF. Et surtout, les ETF, en effet, au final, que tu achètes. Il y en avait je crois que l'étude, c'est ça. Il y avait un mec qui l'achetait chaque 1er janvier, au début de l'année. Il y en avait un, il achetait au meilleur moment de l'année et un autre qui achetait au pire moment de l'année. Mais en fait, sur une année, le marché, s'il est en baisse, ben, il reste en baisse, tu vois. Donc, en fait, sur une année, il n'y a pas tant de différence que ça. Et je pense que si tu prenais des stock pickers plutôt sur 5 ans, etc., tu pourrais avoir des mecs qui arrivent à mieux timer le marché. Mais on sait que c'est très rare et que généralement, Ouais, ça fonctionne pas parce après, qu'ils savent pas exactement à après, quel moment ça il y va a quand rebondir. même, je vais essayer de trouver un truc. Euh, attends, est-ce que ouais, c'est bon. Je vais te montrer un graphique parce que au final, il y a quand même pas mal de variations hein, sur une année au niveau des indices. C'est, est-ce que j'ai mis le bon truc? Non, j'ai pas mis le bon truc. Là, on est bon. Et merde, ça a toujours changé. C'est ce graphique-là, celui-là avec les points rouges. Et tu vois, mine de rien, il y a quand même des grosses variations sur une année. Par exemple, je sais pas moi, ici, tu vois, en 98, à 20% au max de l'année, moins 31 au minimum de l'année. Donc, tu as quand même 50% de variation. Tu peux avoir des années où c'est beaucoup plus proche, comme par exemple ici en 2008 où ça fait Ouais. moins 41, moins 48. Mais il y a des fois, tu vois, plus 23 dans l'année et moins 26 au minimum de l'année. Donc, je pense, je sais pas quel impact ça peut avoir et quelle différence ça aurait sur la performance, mais je pense quand même que si tu achètes au pire moment de l'année, ça peut avoir un sacré impact. Parce que là, pour le coup, je sais pas c'est sur le MSCI Europe, donc c'est pas sur le marché américain, mais ça reste sur un indice quand même assez large. Et on voit quand même qu'il y a une Ouais, mais sacrée volatilité en fonction des années, tu vois. à nouveau
tu vois, sur une année, oui, ça va faire la différence, mais vu que les études portent souvent sur 30 ans d'investissement, in fine, tu vois, le marché a tendance à monter, donc in fine, on va dire comment dire, si tu as acheté au pire moment en 2010, le pire prix que tu as pu avoir du S&P 500 en 2010, ça reste un très bon prix quand tu le compares au prix d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, mais si tu achètes au pire moment de chaque année, oui, là, au ça devient pire un moment. petit peu chaud Bah, quand même. l'étude, moi, je me souviens, j'avais regardé l'étude et je vais te la ressortir. Je pense que je pourrais peut-être la retrouver. Et c'était, je crois que c'était, alors c'est toujours pareil. Il y en avait un qui avait 8%, l'autre qui avait 9% et l'autre qui avait 10%, tu vois, entre les trois, tu vois. Et donc, il y avait un peu ce côté, c'était des petits pourcentages. Alors évidemment, sur le long terme, ça finit par modifier un peu le truc, mais ça représente pas grand-chose. Je vais essayer de voir si je retrouve parce que je me souviens de l'étude Mais était assez intéressante. après, tu vois, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place le portefeuille SPAC, du coup, avec le socle passif, avec à la fois les ETF et ensuite les actions de qualité. Parce que, tu vois, mine de rien, le fait de se dire, OK, j'ai 30% du portefeuille qui ne se base pas sur des estimations de valorisation qui peuvent être trompées, tu vois, ça me permet de me dire, OK, bah, j'ai cette partie-là où je fais mon DCA bête et méchant, où je prends pas en compte la valorisation et où je suis très diversifié. Et au final, quand tu as des boîtes qui font, comme Intuit, qui font moins 15% sur le portefeuille, certes, ça a un impact sur le portefeuille, mais ça a moins d'impact derrière parce que le marché est moins volatile, plus lissé. Et je trouve que l'équilibre est plutôt bon, tu vois. Et parce que en fait, je sais pas si je pourrais avoir que des actions aujourd'hui, dans le sens où il faut être vraiment 300% sûr ou presque, tu vois, de tout le processus. Et c'est quelque chose qui est très dur. Et toi, pour le coup, tu as poussé le système à 300% pour le coup, avec les analyses que tu fais, avec le système de valo, avec l'app qui va te donner tous les trucs. Donc, on va dire, tu as le setup pour être quasiment sûr de tes choix, ou en tout cas le plus de sûreté. Mais ouais, moi j'aime bien avoir cette partie ETF où je prends pas en compte la valorisation. Et après, c'est rigolo parce que pour un profil comme moi, au final, tu dis, tu investis sur les ETF et les ETF, c'est la partie non risquée du portefeuille. Alors que quand tu vas chez le CGP du coin, genre investir sur les ETF actions, c'est déjà un grand risque. Mais C'est déjà un grand risque, ouais. Non, non, mais c'est ouais, c'est- mais au c'est final, intéressant. ça stabilise, ouais. Moi, je pense qu'on pourrait prendre en compte, c'est vrai que dans les ETF, les gens ne prennent pas en compte, mais tu sais, sur Fastgraph, tu peux avoir l'ETF du S&P 500 et donc tu pourrais aussi regarder un peu la valorisation, tu vois. Et je Ouais, pense que c'est quand même mais ça va à intéressant. l'encontre. C'est intéressant, Alors, mais ça va un peu à l'encontre de la gestion passive, quoi. oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est pas parce que tu regardes à un moment la valorisation donnée que forcément tu vois, je sais pas. Ça serait intéressant de voir des stratégies. C'est vrai que c'est pas du tout Ouais, quelque chose que je constate, mais au final, un S&P 500, un ETF S&P 500, c'est juste une accumulation d'entreprises. Et donc, comme je fais des estimations de rendement sur Apple, on l'a vu tout à l'heure, je fais aussi l'estimation du rendement du S&P 500. Et donc, c'est aussi comme ça que je me protège, c'est-à-dire que je fais une estimation prudente du S&P 500. Il me semble qu'en ce moment, je suis sur 6 ou 7% par an de rendement estimé pour le S&P 500. Même 8%, tu vois, là, je suis parti sur un PER. Alors, je vais donner le PER pour que les gens sachent. Je suis parti sur un PER de 19 et je suis parti sur 9% de croissance prudente. Donc, à nouveau, il y a des gens qui mettront moins de croissance. Moi, je préfère mettre pas mal parce que le but, c'est quand même d'anticiper que le S&P 500, aujourd'hui, il se concentre dans des entreprises de tech et qui ont quand même pas mal de croissance. Donc, forcément, tout dépend aussi, tu vois, typiquement, quand on parle du S&P 500, est-ce que tu parles du cap weighted ou est-ce que tu parles du du cap equal neutral? weight. Ouais, de l'equal weight. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, la croissance va pas forcément être la même. Mais ouais, globalement, le S&P 500 est mieux valorisé aujourd'hui. Mais ce qu'il faut pas oublier, et je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est que historiquement, on est plutôt sur une croissance des bénéfices du S&P 500 qui est autour des 6 à 7% seulement. Et si le marché a rapporté 10%, c'est parce qu'il y a eu une extension à nouveau de multiples. On est passé d'un multiple plutôt autour des 15 à un multiple aujourd'hui qui est plutôt autour des 20. Mais le truc, c'est que ce multiple, à mon avis, il peut se maintenir encore pas mal de temps, dans le sens où aujourd'hui, les croissances futures, donc à nouveau, historiquement, on est entre 7 et 6, et aujourd'hui, on est plutôt entre 9 et 12 d'estimation future pour le S&P 500. Donc, tu vois, Donc le gap va se combler petit à petit, quoi. du coup le PER peut rester à 20 pendant un petit moment parce que Mais c'est voilà. justifié par une Si tu as croissance le qui est plus multiple qui forte. reste le même et que la croissance augmente petit à petit, ben, le gap entre la croissance et le PER actuel du marché va se combler petit à petit, quoi. Ouais. Ouais, intéressant. Et du coup, Mais tu sais que voilà, ouais, je pense, je j'avais pense que pensé à faire. Tu sais, je t'en avais parlé justement par rapport à la stratégie. Je me demandais si j'allais pas faire une stratégie ETF un peu poussée en mode aller voir un peu les différentes valorisations des différents indices en fonction de ce qui se passe globalement dans le monde. Mais par exemple, là où il y a, enfin,
Tu prends les marchés émergents aujourd'hui. Les marchés émergents sont sous-évalués et sont quand même beaucoup moins performants depuis 10 ans, tu vois. Donc en fait, c'est quand même dur, je trouve, d'axer ces décisions d'investissement au niveau des ETF en fonction de la valorisation des différentes zones géographiques. Parce que pour le coup, sur une entreprise, tu peux avoir la vision de ce qui se passe Mm. en interne, tu as les chiffres, tu as la croissance, tu peux te dire, OK, là, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien, genre qui va pas bien à l'instant T, mais peut-être que ça va se repartir à la hausse. Alors que sur une zone géographique, tu dois prendre bah, ouais, des données plus macro par rapport à plein de choses, tu vois, par rapport à l'économie, par rapport à la démographie, par rapport aux échanges mondiaux, par rapport à la dette. Et en fait, je sais pas, parce que tu peux, ouais, c'est complexe comme. En fait, tu sais, on a créé un nouveau truc qui s'appelle Benchmark. Et donc, moi, je pense que, tu vois, typiquement, si je vais ici et je filtre uniquement les indices, donc je vais tous les sélectionner, comme ça sera plus simple. Pour l'instant, on en a mis que 4, mais on va rajouter sur mesure. Donc, je pense que tu peux quand même, parce que finalement, à nouveau, si on récapitule, un ETF, c'est un ensemble d'entreprises. Donc, Mm. tu peux, si tu te dis, est-ce que je dois investir dans les marchés émergents, tu peux te dire, OK, je prends donc mon indice du marché émergent. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet indice? Donc, tu vas un peu plus loin que le mec qui se dit, OK, j'investis juste sur les marchés émergents. Parce que souvent, les gens vont dire, oui, j'investis dans les marchés émergents. En fait, il y a cette croyance, par exemple, croyance toute bête, mais des fois, tu te dis, ah oui, si j'achète un ETF Inde, ben, je vais avoir la croissance de l'Inde. Mais si ça se trouve, en Inde, il y a plein d'entreprises qui réussissent. Par exemple, Microsoft, à mon avis, est très populaire en Inde. Et pourtant, Microsoft n'est pas une entreprise indienne. Donc, si tu achètes le TF Inde, tu vas pas du tout être exposé à Microsoft. Alors que pourtant, il y a une partie de la croissance indienne qui provient des ventes qui vont être effectuées Ouais. sur Microsoft. Donc, tu vois, donc, ce qu'il faut comprendre quand tu t'achètes un marché émergent, c'est déjà quels sont les pays qui sont pris en compte. Donc, déjà, voilà, ok, j'ai le Brésil, ok, j'ai la Chine, ok, j'ai machin. Ensuite, quelles sont les plus grandes entreprises? Donc, tu n'as pas besoin d'analyser toutes les entreprises, évidemment, de ton indice, mais si c'est un cap weighted, tu sais que de toute façon, il y a 20-30% de ton investissement qui va être dans les plus grandes entreprises. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller analyser ces plus grandes entreprises pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles valent. Et peut-être que tu peux te dire, ah ben en fait, les méga entreprises chinoises sont pas forcément si intéressantes par rapport aux méga entreprises américaines. Et pour essayer de comprendre en fait le delta, parce que je suis d'accord avec toi, il y a plein de gens qui disent oui, le marché américain est survalorisé, mais la réalité c'est que les entreprises américaines sont beaucoup plus solides que les entreprises chinoises aujourd'hui. De ouf. Souvent, on est sur des entreprises qui déjà vendent partout dans le monde. Par exemple, tu prends un Alibaba, c'est que la vente est surtout faite en Chine. Ouais. Alors, ils commencent à développer un peu à l'international, mais c'est pas du tout la puissance qu'a un Amazon, par exemple, tu vois. Et en plus, Mais les clients cibles sont beaucoup plus riches. Enfin, tu vois, donc du coup, je pense que cette analyse-là, tu vois, de prendre littéralement, là, tu vois, j'ai le Nasdaq, le S&P 500, le MSCI World, le CAC 40, et regarder la croissance historique des ventes, la croissance historique des bénéfices, la croissance future des bénéfices. Tu vois, tu peux vraiment trier comme ça et voir, et typiquement, tu vois, le CAC 40, on est sur seulement 3% d'estimation future de la croissance des ventes des 40 plus grandes entreprises françaises versus 8% pour le Nasdaq. Donc, c'est pas étonnant que le Nasdaq soit mieux valorisé que le CAC 40 dans ce cas-là. Mais ça, je suis 100% d'accord. Après, je pense quand même qu'il y a des facteurs externes. Par exemple, avant le Covid, parce que là, depuis le Covid, la Chine, c'est un peu la cata. Mais avant le Covid, il y avait quand même des belles boîtes là-bas. Alibaba, ça tournait très fort. Tencent, ça tournait très fort aussi. Mais en fait, il y a d'autres facteurs qui font que, parce que bon, les marchés émergents, aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie qui se trouve en Asie, au niveau Chine, Taïwan, ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, malgré, même avant 2020, tu vois, même avant 2020, c'était la cata au niveau de la performance, au niveau des marchés émergents, et encore plus depuis le Covid. Mais qu'est-ce qui explique que globalement, depuis 15 ans, tous les marchés émergents, en tout cas l'indice des marchés émergents, sous-performent énormément, alors qu'il y a quand même eu des périodes où il y a eu une grosse croissance économique. Et qui dit croissance économique dit également pas mal de croissance pour certaines entreprises. Et en fait, derrière, ça n'a pas suivi au niveau de la bourse. C'est que globalement, la bourse et l'indice boursier est parfois décorrélé de ce qui se passe réellement au niveau des boîtes, tu vois. En fait, je suis pas sûr parce que typiquement la Chine, ce qui explique aujourd'hui le fait qu'il n'y ait pas eu de rebond chinois, tu vois, et que Baba, alors tu vois, je regardais Baba, alors déjà Baba, honnêtement, il y a eu un pic en 2021 avec une forte croissance des bénéfices, mais 2022 moins 16% sur les bénéfices, 2023 moins 4% sur les bénéfices, Mm. 2024 plus 8%, on est sur une stagnation sur près de 4 ans là, sur le montant de bénéfices générés. Donc déjà, première inquiétude, tu vois, déjà tu es une entreprise qui, bon, forte croissance au départ, et là la croissance est vraiment stabilisée. Et surtout, pourquoi il y a énormément d'investisseurs, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand tu sors, et c'est pour ça que moi je me méfie toujours de sortir d'un pays, c'est que dès que tu sors d'un pays comme les États-Unis qui est pro-business, etc., et que tu rentres dans des pays qui ont des politiques différentes, typiquement la Chine, tu rentres dans des problématiques macro.
Et aujourd'hui, s'il y a plein d'investisseurs américains qui sont sortis, et il faut aussi savoir où est la richesse dans le monde. Et la richesse, elle est surtout aux États-Unis. Donc, il y a plein d'investisseurs américains qui, avant, investissaient dans les pays émergents, qui ont sorti leurs capitaux de la Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vraies tensions aujourd'hui très importantes entre la Chine et les États-Unis. Et ils n'ont pas envie que du jour au lendemain, le gouvernement chinois dise, bon, bah, les gars, maintenant, les entreprises, elles sont à nous. Et donc, il y a en effet des éléments macro que tu peux avoir tendance à oublier qui vont avoir un impact énorme sur ton investissement. Parce que en ce moment, la Chine, non seulement elle a une récession économique, enfin ils ont beaucoup de mal, ils ont mis beaucoup de temps à se remettre du Covid, et donc ça impacte grandement quand même les entreprises. Et ça impacte aussi, tu vois, le luxe est aussi beaucoup touché parce qu'on a des entreprises françaises qui vendent aussi beaucoup en Chine. Et du coup, je suis 100% d'accord avec toi, mais on en revient au problème des ETF et la valorisation des ETF. Comment est-ce que tu intègres tous ces paramètres-là dans la valorisation d'un indice ? C'est là où je trouve qu'il y a une grosse difficulté parce que genre tous les paramètres géopolitiques, politique interne, etc., c'est des choses non quantifiable, genre en mode c'est pas comme une analyse de boîte où tu dis celle-là elle fait de la croissance, elle a telle profitabilité, elle a telle rentabilité, où on a quand même des normes et on sait de quoi on parle. Là c'est quand même des facteurs, mais je trouve que c'est trop externe par rapport à je suis un peu d'accord avec toi, mais tu vois, TSMC, par exemple, j'avais analysé Taïwan, on l'avait acheté dans l'ancien portefeuille, je vais donné une note de 2 étoiles. Donc, typiquement, 2 étoiles, ça rentrerait pas dans le portefeuille actuel. Pourquoi ? Parce que j'avais dit, en fait, je trouve qu'il y a trop de tension entre Taïwan et les États-Unis. Donc, tu vois, j'avais analysé un facteur. D'habitude, je n'analyse pas trop les facteurs macro, mais là, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, je trouvais qu'il y avait un facteur macro hyper important qui était, est-ce que Taïwan va pas, tu vois, il est au milieu de la tourmente. Et donc, il y a des probabilités. D'ailleurs, je crois que Buffett, à mon avis, il a la même conclusion que moi, puisqu'il avait acheté TSMC, il a revendu. Donc TSMC, typiquement, c'est une boîte qui domine complètement sur la fabrication de semi-conducteurs. Mais il y a toujours cette question en ce moment de se dire, la Chine a vraiment envie de récupérer Taïwan. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? On ne sait pas, mais c'est chaud, quoi. Et donc, du coup, ça doit être pris en compte dans tes calculs. Et tu sais que potentiellement, il peut y avoir, au moment où il y a une invasion ou un truc, ça peut vraiment avoir un impact. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué à faire pour un investisseur ETF. Et c'est pour ça que je pense que si tu es investisseur ETF, tu veux pas te prendre la tête, tu veux pas analyser tous ces trucs macro et tout, tu as aussi bien fait de te mettre sur un MSCI World. De toute façon, un MSCI World, c'est simple. Si tout à coup, il y a un pays qui explose en termes de market cap, il va en avoir plus. Si tout à coup, il explose pas, il va en avoir moins. Alors, tu pourrais débattre parce que MSCI World, c'est ça, c'est 24 pays développés, donc ils n'ont pas non plus tous les pays. Mais à la limite, si tu veux tous les pays, ils n'ont pas les marchés émergents. Mais, voilà, mais tu prends le ACWI, tu as tous les pays. Sûr. Voilà, et tu te prends pas la tête. Et voilà, franchement. Ou alors, tu te dis, je suis plus confiance aux États-Unis et donc j'achète un S&P 500 ou un Nasdaq. Tu vois. Mais c'est là où, en fait, je pense qu'il y a tout un sujet qui est très intéressant là-dessus parce que quand tu parles justement du risque géopolitique sur Taïwan Semiconductor, tu prends le risque et tu l'adaptes à la situation de TSMC pour te dire, OK, en fait, avec toute mon analyse, ce risque-là, ce risque spécifique à l'entreprise qui est un risque politique fait que elle ne se qualifie pas et je ne la fais pas passer en mode 3 étoiles et je la prends dans mon portefeuille. Parce que tu vas remettre le contexte politique et géopolitique dans le contexte d'une boîte, d'une entreprise. Et tu dis, en fait, je prends pas ce risque. Mais quand tu achètes un ETF, quand tu achètes des marchés émergents et que tu veux justement voir la valorisation et tout ce dont on a parlé, en fait, c'est là que je trouve que c'est hyper difficile parce que tu peux pas le remettre dans un contexte d'une entreprise. Tu es obligé de le remettre dans le contexte global. Alors, oui et non, parce que tu vois, typiquement, ce qu'on a fait sur la Trident, ça te permet. Alors, on n'a pas encore aujourd'hui le truc de. Comment dire, le TF du marché émergent. Mais tu vois, typiquement, là, je rentre. Tu vois mon écran ? Ouais, c'est bon. Imaginons, je vais acheter un ETF chinois. Je rentre dans l'ETF chinois et je vais tout de suite voir quelles sont les plus grandes capitalisations chinoises. Et je vois que j'ai beaucoup de mauvaises notes. Donc, en fait, je pense que tu peux décomposer un ETF et donc tu pourrais tout à fait rentrer dans un marché émergent, voir quelles sont les grandes entreprises de ce marché émergent et tu n'as pas besoin d'aller chercher forcément le top 40 ou le top 50, mais juste peut-être le top 10, le top 20 pour te dire, OK, sur quoi concrètement je suis positionné. Parce que, à nouveau, tu penses que tu es positionné sur la Chine, tu vois, sur toute la Chine. En fait, non, tu es positionné à 30, 40, voire 50% sur ces entreprises-là. Et donc, apprendre à les connaître un petit peu, savoir un petit peu ce qu'elles font, ça peut te permettre de comprendre un petit peu mieux. Voilà, tu vois qu'en Chine, aujourd'hui, si tu achètes un ETF uniquement basé sur la Chine, tu vas avoir en grande partie du Tencent, ensuite tu vas avoir du Kuaishou, ensuite tu vas avoir PetroChina, ensuite tu vas avoir une China Construction Bank. Et donc, tu peux regarder. Et tu vois que dans un ETF chinois, ce qui peut expliquer peut-être pourquoi aussi les marchés émergents, qui sont souvent constitués en grande partie par la Chine, peuvent ralentir en ce moment, c'est que tu vois qu'on a quand même, dans les grandes capitalisations chinoises, des entreprises
qui sont un peu, à mon avis, très cycliques. Hein. On est ici sur une banque, ici on est sur de l'énergie, ici on est sur de la construction. La construction, il paraît que c'est terrible en termes en ce moment. Enfin, une banque qui a Ouais. l'air d'être plus Banque concentrée sur dans le secteur la de la construction. construction. Ouais. Donc, à nouveau, tu vois, et c'est là que tu dois choisir entre est-ce que je préfère avoir l'ETF pour pas sélectionner l'action ou est-ce que je me dis en fait je vais être exposé à la Chine, mais je préfère prendre le meilleur entre guillemets de la Chine en allant par exemple prendre du Tencent parce que je sais que Tencent, voilà, je vais avoir un peu plus de le côté technologique et jeux vidéo et je vais pas forcément avoir des entreprises qui sont là ici on est vraiment sur les entreprises en local alors que Tencent typiquement il y a quand même une partie de vente aussi à l'international même si à Ouais. nouveau il faut faire très attention avec ces entreprises là parce que le pouvoir politique chinois peut bloquer ces entreprises sur pas mal de choses. 100%. Euh, Ça On a fait. fait un bon Ah tour. ouais. Hein. On est Ouais, parti on en a fait mode. un bon tour. Ouais. On est parti loin. Mais c'est cool. On C'est espère tout le que but. ça satisfera aussi les pro ETF et les pro stock picking. C'est intéressant de voir Ouais. les deux éléments. Quoi. C'est toujours. Moi, plus j'avance, plus je me. Enfin, tu sais, il y a toujours des questions qui viennent. Des fois, tu as l'impression de comprendre un truc. Et en fait, 3 jours après, tu te dis. En fait, il y a ce paramètre-là en plus à rajouter. Mais c'est ça qui est cool. Parce que sinon, on se ferait un peu chier, on s'embêterait. Carrément. Mais ouais, top d'avoir parlé des deux. Tu penses qu'on a combien de temps là? Parce que je sais que t'as pas le temps de ton côté. Si, je l'ai maintenant. 1h15. Ah, Écoutez, je une pense heure et quart. on a fait un bon tour de sujet Ouais, sur on est pas Apple. mal. Globalement, une action qui continue de surprendre positivement, même si aujourd'hui le prix est un peu élevé, ben c'est ça qui est toujours compliqué de se dire à la fois le prix est élevé et en même temps ils font des moves qui sont très très bons et très smart. Donc toujours arriver à prendre ça en compte, mais essayer d'être un peu peut-être à contre-tendance et arriver à se positionner sur les actions quand justement les news sont pas forcément positives. Et à nouveau, en essayant de mesurer un petit peu l'impact, tu vois, typiquement la Mm. Salesforce, c'est exactement la question que je me pose, c'est est-ce que l'IA va vraiment impacter négativement les logiciels et en fonction de ça, je vais prendre ma décision. Quoi. Ouais. Bah, du coup, enfin, je sais pas ce que t'as comme conclusion, mais il y a moyen que ça l'impacte, mais j'ai du mal à imaginer l'impact sur le court moyen terme, tu vois. Je me dis, l'IA, c'est très bien. Je sais pas si toi, l'utilisation que t'en as et un petit peu la vision que t'en as, mais ok, c'est très très bien. Ça peut aider pour pas mal de choses. Mais de là à tout révolutionner au niveau des apps qu'on Ouais. utilise, machin bidule, je pense qu'on est encore loin. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je le vois pas. Alors, peut-être que pour des plus grandes entreprises, tu vois, qui auront. Parce que souvent, les grandes entreprises, elles ont des équipes de dev. Et Mm. donc, si les devs, ils ont l'IA et qu'ils arrivent à développer des trucs puissants rapidement, peut-être que les grandes entreprises pourraient dire on n'a pas besoin de Salesforce parce qu'en fait, nous, en faisant travailler nos équipes de dev pendant une semaine, on arrive à avoir un logiciel qui est similaire. Là, ça serait vraiment inquiétant. Mais je pense pas que l'IA permettra de créer des. Alors, on a vu que l'IA était capable de créer des jeux vidéo assez rapidement, des petits jeux vidéo, des petits Ouais, trucs. mais en fait, c'est ça, Mais c'est à voilà, 30 ans de retard. voilà. C'est les jeux Je vidéo pense pas que ping-pong qu'on faisait nous. J'ai été assise pour être créé sur Bah IA, voilà, mais pour être, non. tu vois. Donc à un moment, je suis d'accord avec toi et je pense aussi que la force, ça va quand même, ça va rester d'avoir des logiciels qui sont spécialisés et qui utilisent eux-mêmes l'IA. Donc pour moi, c'est plus un Ouais, booster. Je pense ouais, de par ouf. exemple à Loom. Moi, j'utilisais Loom avant qu'il y ait l'IA. Maintenant, il y a l'IA. Ils te font payer un peu plus cher pour avoir des fonctionnalités en plus. Et tu vois, c'est pas pour autant que j'ai arrêté d'utiliser Loom en me disant, je vais coder moi-même un Mm, truc sur ChatGPT. Donc, je pense qu'à un moment, euh, je le vois plus en effet comme une accélération de certains logiciels. Je pense qu'il y a certains logiciels en effet qui doivent être un petit peu challengés. Je sais pas, par exemple, des logiciels de traduction ou des choses comme ça, parce qu'en effet, ça devient tellement ouais. facile de le demander à ChatGPT que là, voilà, il faut vraiment. Et encore, tu vois, j'ai un pote qui travaille sur les langues. Et il m'a dit que là, justement, il était sur un projet un peu d'IA pour que tu puisses parler et même, tu vois, sur un truc qui est très facile à faire sur ChatGPT, je pense que tu peux personnaliser l'expérience. Typiquement, lui, il m'a dit ce qu'il voulait faire, c'était créer des avatars, en fait, avec qui tu peux parler. Et typiquement, si tu es Ouais. espagnol, en fait, tu te dis, bon, si tu demandes à ChatGPT de te parler en espagnol, il va te parler en espagnol classique, tu vois. Mais lui, il voulait créer des niveaux. Donc, tu peux dire, est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé? Et puis, en fonction des régions, tu te dis, ah bah tiens, je voudrais parler avec Sabrina, qui habite dans le sud de la Catalogne, et donc il y a un certain accent et qui a certains trucs, tu vois. Et donc, je pense que tu peux quand même personnaliser l'expérience et à nouveau rendre, et c'est ce que Apple va essayer de faire aussi, donc ça fait une bonne boucle. Je pense qu'Apple va essayer de rendre un truc qui est en fait énorme et on sait des fois pas quoi en faire tellement il y a de choses qu'on pourrait faire avec, en quelque chose de concrètement qu'on peut utiliser. Et c'est là que la monétisation, à un avis, sera utile. C'est que tu n'as pas envie de coder toi-même ton GPT, tu as plutôt envie d'utiliser un truc qui a été conçu spécifiquement pour ton besoin. Et je pense que les applications du coup spécialisées, les logiciels spécialisés continueront quand même de bien marcher sur les prochaines années. Bah, de toute façon, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que les mecs qui sont dev dans l'IA et qui sont très forts dans tout ce domaine-là,
allez, dans quelques années, ça pourra représenter quoi, 2-3% de la population, pas plus, tu vois. Des mecs qui savent vraiment utiliser, et encore, je dis 2-3%, je pense c'est beaucoup moins que ça. Genre, c'est vraiment les mecs qui sont très chauds. Et genre, 90-95% de la population veut avoir une interface qui est simple à utiliser. Donc, ça sera pas des gens, toi comme moi, tu vois, même si on est un peu branché ordinateur, qu'on bosse sur Internet, etc. Là, tu nous fous devant une IA et tu nous dis code ça, bah zéro, mec. Franchement, on n'y arrive pas, tu vois. C'est pas notre Faut taf. voir, faut voir. Peut-être qu'un jour, Peut-être vraiment, qu'on tu est, diras à une ouais, IA, mais je pense qu'on en est loin. je pense Je- qu'on n'en est pas encore là, en effet. Tu Ou, diras à ou une alors, IA, je veux crée-moi une application. Enfin, moi, j'ai vu des trucs assez impressionnants quand même avec des mecs qui te disent, crée-moi un site internet, ok, change cette bannière-là. Tu vois, peut-être qu'à un moment, on arrivera sur un truc où tu n'auras plus besoin d'avoir des experts en technique et tu auras juste besoin d'avoir une intention de ce que tu veux créer, quoi. ouais. Mais j'avoue que je pense que c'est Je sais pas, pas, je c'est vois pas un peu pour tout de suite. l'évolution comme celle du jeu vidéo, tu vois. Genre en mode, ben, on a eu la Play 1, je pense que là on est à la Play 1, tu vois, genre en mode les graphismes sont pas ouf, mais on s'amuse déjà pas mal, et en fait c'est révolutionnaire par rapport à ce que c'était avant. Ensuite on est passé à la Play 2 avec GTA San Andreas où t'as un monde ouvert de malade et ça augmente, et petit à petit, tu vois, je pense qu'on va passer les steps. Mais du coup j'écoutais pas mal de personnes parler d'IA, et c'est vrai que genre, il disait que ça va potentiellement ralentir. Genre là, on a eu une espèce d'explosion de la puissance en mode c'est incroyable, et qu'en fait, ça va sûrement faire un mode plateau, tu vois. Genre, toutes les IA qui sont développées vont pas pouvoir faire x10, x15 à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour sur leur puissance, sur les réponses qu'ils apportent, sur toutes les fonctionnalités qu'ils offrent. Et je pense que ça va continuer de se développer, mais ça va prendre peut-être plus de temps que. Ouais, je sais Ouais. pas, on verra. Mais Mais ça, en fait, moi, je ouais. préfère pas faire de prévisions. De toute façon, en bourse, Non, tu moi non sais, plus. le but, c'est pas de faire justement trop de prévisions, c'est de se dire qui sont les acteurs qui devraient quand même pouvoir en bénéficier de manière assez naturelle. Et je pense qu'Apple est un bon exemple, un Microsoft évidemment aussi. Mm. Voilà. Et après, je pense que même les logiciels, etc. Je pense que voilà. Mais Mais à nouveau, sachant que c'est une méga aujourd'hui, tendance, c'est une ouais, tendance qui fait que l'action peut énormément chuter ou énormément monter. Tu parlais de bah la ouais, volatilité tout à l'heure, et il y avait des gens en commentaire sur le dernier podcast, ça m'a fait rire, des gens qui disaient bah oui, la volatilité c'est pas un problème, c'est un allié, au contraire, ça te permet de renforcer ton action pour moins cher. Et tu vois, j'ai répondu en disant oui, mais tant que l'action remonte. Parce que le problème de la volatilité, c'est pour ça que moi ouais. j'aime bien les actions qui sont stables dans un truc, c'est que quand tu as des doutes sur le truc, bah, des fois ça peut mettre 3 ans, 4 ans avant de remonter, parce que tant qu'il n'y a pas une confirmation qu'il n'y a pas un problème, etc. Donc, j'avoue que moi, c'est un truc que je regarde et j'aime pas trop les boîtes non plus qui s'écroulent trop vite, trop fort, parce que souvent, ça sous-entend une thèse derrière qui est très optimiste. Tu vois, Tesla s'est écroulé parce que la thèse était très optimiste sur la croissance future. Et je pense que Ouais. c'est un peu pareil. Il faut se méfier en fait des belles histoires qu'on te raconte en bourse. Essayer de rester un peu plus sur les chiffres avec des prévisions un peu calmes. Parce qu'à Tesla, il y a 5 ans, tout le monde disait il y aura des robots taxis partout. Bon, les robots taxis, on les attend encore, tu vois. Donc je pense que Mais l'IA, t'as c'est vu que pareil. On au JO, ça a été surestime. annulé. Ils voulaient en Ils faire? avaient prévu de mettre pas des robots taxis, mais des taxis volants avec des sortes de mini hélicoptères avec 6 hélices. C'était un projet, et là j'ai lu un article comme quoi c'était qu'ils avaient abandonné le projet parce que c'était beaucoup trop tard au niveau du Ouais, développement, tu vois. ils étaient Mais, déjà à la bourre. Et puis en plus, ouais, je crois après que je la pense France que voulait économiser, pas mettre trop de thunes dans les JO. ouais, mais c'est quand même les JO qui coûtent moins cher que les précédents, et Ouais, je crois c'est qu'il y a un pas le truc. budget est gros, mais pas beaucoup plus gros que et moins Mm, gros que ce qui avait été fait avant. Mais mm, ouais, après globalement, ce qu'on peut retirer enfin de l'intelligence artificielle, et c'est un peu une méga tendance, tu vois. Genre aujourd'hui, on a cette méga tendance là, on a également la méga tendance au niveau de l'écologie, la transition énergétique, etc. Et genre, c'est vrai que, est-ce que ça va fonctionner, tu vois? C'est un peu faire le parallèle, genre en mode, est-ce que la transition énergétique, on va vraiment sortir du pétrole, ça va vraiment y avoir une grosse transition vers tout ça? Et pareil sur l'IA, tu vois, est-ce qu'on va vraiment transitionner vers l'IA? Est-ce que ça va devenir vraiment incroyable dans nos vies? En fait, ça reste que des hypothèses pour le moment. Donc, pour la construction d'un portefeuille en bourse, je sais pas, je pense qu'il faut avoir des entreprises qui sont exposées à ça, mais aussi des entreprises qui sont pas dans le sens qui ont inverse, mais déjà un qui business, sont ouais, ou qui ouais, ont qui sont déjà, peut-être déjà implantés et qui ont pas forcément ouais, besoin de ça pour ensuite pour exploser, continuer pour aller faire de la de. Ouais, croissance. ouais. Et puis, il y a vraiment des entreprises qui vont bénéficier de l'IA auxquelles on pense pas. Tu vois, je sais pas, t'es McDo,
Si tout d'un coup, tu as des machines qui optimisent le temps de cuisson et qui, tu vois, et en fait, ça peut vachement Ouais. t'aider. Donc, je pense que c'est comme Internet, quoi. C'est-à-dire que tu vois tout de suite les boîtes qui sont évidentes, en fait, qui vont évidemment en bénéficier. Aujourd'hui, on parle d'NVIDIA parce qu'évidemment, ils vendent Mm. énormément, mais tu vois pas forcément sur le long terme quelles boîtes vont vraiment être les gagnantes. Et je pense pas que ça soit que ça soit la vraie question à se poser, parce qu'au final, sur les 5 prochaines années, c'est vraiment un truc, à mon avis, qui va se mettre petit à petit. Et à nouveau, les boîtes vont pas tout d'un coup lâcher leur logiciel pour passer à fond sur l'IA. Ah oui, oui. Le temps d'adaptation d'une technologie reste quand même longue. Et tu vois, il y a plein de gens qui disaient Google est mort. Tu vois, non, Google est Ouais. pas mort. Ouais, Mais il faut là, par calmer contre, les je pense ardeurs. qu'il y a un danger, il y a un danger au niveau de l'IA parce que ça reste une méga tendance et ça reste un effet de mode actuel avec justement toutes les personnes qui investissent parce que l'IA c'est magnifique et parce qu'il y a grave de croissance, etc. Attention à ce que l'IA ne déçoive pas, tu vois. Genre Tu sais que à c'est ce qu'il pour n'y ait ça pas le que retournement de situation où en mode, en fait, ok, tout a explosé, mais on arrive sur un plateau, la croissance ralentit et un Nvidia avec une croissance qui ralentit, genre, enfin, il me tarde. Non, il me tarde pas, mais le jour où Nvidia fait des annonces de résultats avec une croissance normale par rapport à d'autres boîtes, parce qu'ils vont pas pouvoir rester à 200% de croissance pendant 10 ans, en fait, ils vont se manger, enfin, ça va péter vers le bas, c'est obligé. ah, mais c'est sûr qu'il y a des attentes qui sont exceptionnelles. Et tu sais que c'est aussi pour ça qu'ils ont appelé ça Apple Intelligence. C'est qu'ils ne voulaient pas risquer le côté d'appeler ça intelligence artificielle. Parce que s'ils avaient appelé ça intelligence artificielle, bah en fait, les tendances, on sait que ça bouge. Et tu ne contrôles pas, en fait, l'intelligence artificielle. Mm. Et donc, aujourd'hui, c'est la méga hype. Et si tu en parles, forcément, ton action, elle monte. Mais il faut se rappeler qu'il y a 2 ans en arrière, il fallait parler de blockchain. Tu disais blockchain et Ouais. ton action, elle pétait à la hausse. Aujourd'hui, les actions blockchain, je pense qu'on regarde leur cours, tout s'est écroulé. Donc, à nouveau, attention avec les hypes, attention avec les tendances. Je pense que l'intelligence artificielle est quand même beaucoup plus implantée. Enfin, moi, j'en vois beaucoup plus le résultat concret aujourd'hui dans les entreprises versus la blockchain où c'était un peu tout le monde en parlait, mais au final, concrètement dans la vie, on voyait pas forcément d'utilisation concrète. Là, on voit que c'est une technologie qui est adoptée massivement et qui va se retrouver dans les iPhones et tout. Donc, je pense que c'est un peu plus là pour rester. Pour autant, c'est pas ça qui doit prendre c'est pas basé là-dessus que tu dois prendre tes décisions d'investissement, je pense. Ouais. Bon, est-ce qu'on passe au coup de cœur des 15 derniers jours? Allez, Je sais que tu en avais dis-moi, en stock. est-ce que j'en ai un en stock? Tu m'en Bah as parlé tout écoute, à l'heure. Tu m'as dit que tu avais un coup de cœur potentiel. je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je sais plus. Ah bah Euh, non, en Moi, vrai, j'avais parlé de Nadal la dernière fois. et oui, bah, tu vas pouvoir parler des JO ou de l'Euro. Mais non, en vrai, moi, coup de cœur, bah, retour aux sources. Là, je suis retourné, tu sais, j'ai déménagé du coup la semaine dernière et je suis revenu du coup dans ma ville natale au Puy-en-Velay. Et en vrai, grave kiff, quoi. Un grave plaisir de revenir. On s'est chopé un appart qui est cool en plus avec ma chérie, qui est assez grand. Donc le déménagement, toujours un peu chiant, sauf que tu payes beaucoup pour avoir les déménageurs et tout. Mais et tu sais, c'est un peu stressant au début parce que t'as pas toutes les pièces, machin, t'as pas tout ton setup. Mais ça fait trop plaisir parce qu'en plus on est proche du centre-ville, on a un parc pas très loin sur lequel on peut se balader. Et puis tu sais, il y a un peu ce côté, c'est nouveau et en même temps tu connais. Je sais pas si ça te fait ça, tu sais, quand tu retournes dans les lieux de ton Ouais. enfance ou les lieux où tu as passé beaucoup de temps. Là, je suis en face de mon ancien collège dans lequel j'ai passé, bah, tu vois, j'ai dû passer des centaines et des centaines d'heures. Et du coup, quand je vois les collégiens et tout, quand je vois la cour et tout, je me dis, oh, putain, tu sais, ça te remonte un peu des Ça souvenirs. remonte. Ouais. Et en fait, au Puy, il y a beaucoup ce truc-là, tu sais, c'est un peu toutes les villes de province. Il y a un peu ce truc quand t'as 20 ans, tu dis, ah, ça craint, ça pue, c'est tellement à l'ancienne, il faut Faut aller que je dans me les grandes barre. villes, je me barre et tout, tu vois. Et 10 ans plus tard, tu reviens et tu fais, ah, c'est pas mal quand même cette ville. Ouais. Tu vois, C'est tu calme. rapprends C'est. à aimer. Et je pense que c'est un truc où, en fait, tu crées quand même des attaches quand tu es jeune et c'est difficile en fait. C'est pour ça qu'une expatriation, typiquement, moi je prévois de rentrer en France et je suis très content d'avoir vécu à l'étranger et tout. Mais je pense que c'est toujours difficile en fait de se déraciner, de quitter son pays natal parce que finalement, ben, tu as construit des souvenirs et des choses quand tu étais enfant et c'est beaucoup plus compliqué ensuite de, de, de recréer sa vie ailleurs avec une culture qui est différente, avec des gens qui sont différents. Et pourtant, moi je suis le premier à critiquer la mentalité française, à trouver qu'on est très râleur, à pointer du doigt plein qu'on a un pays qui est très imposé. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'air de rien, bah, tu crées quelque chose de fort et en vrai, je suis trop content d'être revenu. Tu vois. C'est les gens, hein. C'est souvent les gens qui se font revenir, je pense. Moi, je suis revenu à Pau, pareil. Genre, je suis parti de Pau à 18 ans. J'avais même pas 18 ans pour aller faire la première année de médecine. J'ai dit, je ne reviendrai jamais ici. C'est nul, jamais. Bah, tu vois, 7 ans après, retour au bercail et je suis très content ici.
J'ai fait plein de trucs ici que j'aurais pas pu faire à Bordeaux, comme les projets IMO, comme mon cabinet que j'avais avec mes associés. J'ai construit plein de trucs. Donc, effectivement, après, tu reviens pour les gens, tu vois. Moi, tous mes potes sont revenus. Donc, c'est que Ouais. mine de rien, c'était pas si pourri. Alors que quand on est parti, on a dit, mais tout le monde disait, on revient pas. Mais au final, quand tu as tes potes d'enfance qui reviennent, toi, tu te dis, bon, là, j'ai un choix, j'ai un tournant, soit je repars, soit je. Et tu reviens, tu as tes potes. C'est quand même cool, tu vois. C'est. Ouais. Moi, ils sont pas tous revenus, mais c'est vrai que mon groupe d'amis, pareil, on est 8-9 et il y en a déjà un qui est revenu. Là, moi, je suis le deuxième. Donc, tu sais, tu as souvent le troisième qui va revenir. En fait, et même s'ils reviennent pas forcément tous, en fait, dans tous les cas, ils vont forcément revenir pour Noël, pour C'est un point de l'été, ralliement, ouais. pour le roi de l'oiseau. En fait, vu que tu as toute la famille qui est ici, bah, en fait, naturellement, tu as des gens qui reviennent et du coup, tu recrées du lien comme ça. Et De c'est vrai ouf. que même la belle famille, tu vois, aujourd'hui, on n'a pas encore d'enfants, mais le jour où tu as des enfants, tu es hyper content d'avoir la belle-mère ou le beau-père pas loin, tu vois. Et ça aussi, c'est chouette, ça rentre complètement en compte. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ma chérie. Toi, je crois que c'était pas le cas. On est de la même ville. Donc, du coup, Non, nous, on est pas du tout. tu vois, le retour, il est plus simple. Alors que je pense qu'en couple, des Ouais. fois, si tu t'es rencontré à des endroits différents, peut-être que ça peut être un peu plus tendu et tu te Mais retrouves moi, à c'est faire plus Marie, hein. de C'est Marie qui a fait le sacrifice, entre guillemets, de venir, venir hein. vivre à Pau. Parce que moi, ouais, moi, j'étais déjà implanté. Je venais d'acheter mes parts du cabinet. Donc, c'était un peu la galère, tu vois. Genre, je pouvais pas partir. J'étais un peu bloqué pour au moins 2 ans. C'était un peu chaud. Et elle a terminé ses études. Donc, bah, elle a trouvé un taf ici. Donc, bah, très cool, hein, parce que sinon, on n'aurait pas pu construire tout ce qu'on a construit. Donc, c'est quand même. Ouais, c'est toujours. Mais après, on n'est pas très loin, tu vois. On est à 2h30, un peu plus de chez elle. Donc, on y rentre régulièrement. Ouais, donc ça va, qu'on sait pas trop loin. Ouais, ouais, ouais. Euh, Putain, j'ai pas de coup de cœur précis là. Qu'est-ce qui me vient en tête? Qu'est-ce Mais que je tu as dirais fait un de beau truc cette nul, semaine? mais genre le truc le plus nul que je fais, mais qui me fait un bien de malade, c'est que je fais des pauses où je vais marcher. Genre l'après-midi, je fais 2 heures de taf et je sors marcher et je reprends. Mais je te jure, c'est ça a changé ma vie, ça a changé mes après-midi. Genre, je passe de cerveau qui bout à genre après 20 minutes de marche, c'est reset complet. Ouais. Mais c'est incroyable. Genre vraiment, testez ça. Je sais pas si vous pouvez tester ça dans vos jobs ou quoi que ce soit, mais c'est fou comme aller s'aérer la tête 15-20 minutes, ça reset complet. Et genre, je passe d'un état où j'arrive plus à avancer à un état où je peux repartir comme si j'avais rien fait avant, quoi. Non, Donc mais c'est pas ouf comme coup c'est. de cœur, Mais si, non, mais mais c'est des c'est très quand bons même. conseils. En vrai, la marche, moi, je suis pas mal de mecs aussi en fitness. Là, j'essaie de perdre un peu de poids. C'est aussi super utile pour perdre du poids parce qu'en fait, ça crame pas mal de calories. Moi, je le track avec l'Apple Watch. J'essaie de faire mes 10 000 pas tous les jours, quoi, tu vois. Et en vrai, 10 000 pas, Ouais, ça te fait faire un bon petit tour. Et est-ce que tu marches du coup sans distraction ou t'écoutes un podcast en même temps? Parce que c'est ça ça aussi, si tu dépend. veux. Ouais, des fois je marche sans rien. Le matin, je vais marcher mais avec un podcast pour me réveiller et genre pour être tranquille. Et là, des fois, l'après-midi, je vais marcher mais sans rien. Mais c'est Ok. c'est- c'est pas lent, tu vois. Des fois, je m'assois Non, non, sur un mais. banc, genre juste prendre l'air, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, surtout en Parce plus, là, que, c'est le retour des beaux jours. Franchement, c'est trop ouais, de agréable. ouf. Tu vas au parc, même tu te mets. Moi, j'aime bien me mettre carrément pieds nus. Les Anglais appellent ça Oh no. la cam qui saute. Ils appellent ça le grounding. Je sais pas si t'en as entendu parler. Où c'est carrément, tu te Ouais, mets marcher pieds pieds nus nus, ouais. sur l'herbe. Enfin, tu vas marcher sur la terre et je sais pas, c'est un peu. Tu te sens bien, quoi. Tu te ressens un peu connecté. On est tellement dans les écrans et pris par plein de choses qu'en effet, retourner un peu aux sources, franchement, ça fait du bien, quoi. De ouf. Bon, voilà, le signe de la caméra qui saute, ça veut dire qu'on a passé l'heure et demie de tournage. Je pense qu'on est pas Ouais. mal pour cet épisode. T'en penses quoi? Bah écoute, c'est parfait. Donc retournez dans votre ville natale et faites des pas Et marcher. euh, et allez Putain, c'est marcher. babos, quoi. Allez, deux babos. Genre en mode. Allez marcher pieds nus dans l'herbe, Ouais, éviter les voilà. crottes de chien parce que c'est un peu chiant, mais sinon, Vous faites de la méditation, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur faites des câlins et- aux arbres, ça fait du bien. c'est un peu ça. Non, mais en vrai, avec les beaux jours, moi j'ai bien envie de refaire du spike aussi. Tu sais, je t'avais dit avec Ouais, l'été grave. là et tout, faut trouver un peu des potes et tout, mais en C'était vrai, bien marrant, ouais, putain. c'est c'est Ouais. c'est cool aussi quand tu peux allier un peu le côté sortir. Et en vrai, juste pour te rejoindre sur ça, là, moi, j'essaie de mieux redécouper ma journée. Et typiquement, je fais 4 pomodoro, donc 4 pomodoro de taf quand je me lève, donc assez efficace le matin. Ensuite, je mange et je fais une grosse pause de 2-3 heures où justement, je vais marcher, je vais faire du sport, etc. Je vais me détendre. Et je reviens le soir après avoir pris une bonne douche et tout. Je refais 2 heures et après, je coupe et je vais manger. Tu vois. Et je trouve que d'avoir cette grosse coupure en plein milieu, j'ai remarqué que ça booste vachement ma productivité. Avant, j'avais tendance en fait
à bosser, bosser, bosser jusqu'à ce que j'en peux plus. Et ensuite seulement, je sortais me détendre. Et en Ouais. fait, maintenant, je me dis, quand tu limites le temps de travail, en fait, ça te force à être plus efficace. Je sais que c'est pas un conseil que beaucoup de gens peuvent appliquer parce qu'en effet, quand tu as un taf classique, tu peux pas dire à ton patron, bah, en fait, je vais bosser 2 heures. Mais de plus en plus, il y a du télétravail et des choses comme ça qui se développent. Et c'est vrai que d'avoir la liberté d'arranger ses journées et de pouvoir tester un peu des structures, c'est chouette parce que tu te rends compte en fait que des fois, et même j'ai des gens qui me le disent, des clients qui me le disent quand ils bossent en entreprise, ils me disent, tu as des fois des mecs, des semaines de 30 heures, tu peux les faire en 20 heures en fait. Ah oui, mais ça, c'est Si, le si fléau. tu vois, parce C'est que le fléau du salariat, si ça. tu organises un petit peu ton truc et tout, tu peux être bien plus efficace et t'évites les réunions, les réunionites qui servent à rien. Ouais. Tu fais des looms à la place des réunions. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup d'optimisation et tu peux te rendre compte qu'à nouveau, on te paye pour ce que tu produis et pas pour ton temps de présence, quoi. Donc, ça sert à rien de rester si c'est juste pour faire des tâches. J'ai écouté une vidéo d'Antoine BM, j'aimais bien. Il comparait les tâches à haute valeur ajoutée et les tâches à faible valeur ajoutée. THV, TFV, et en effet, souvent tu justifies l'entrepreneuriat en mode ouais, je suis un hustler et tout, et en fait, tu hustles sur des emails de merde ou tu recheck tes Mais commentaires YouTube. alors, C'est pas, je c'est vais pas rebondir du, sur un, ouais, c'est pas sur du un dernier hustling, truc, quoi. et ça, c'est très, très vrai. Et en fait, là, j'ai fait un appel avec deux mecs qui sont très intéressants, qui gèrent Nassim Saïli, je sais pas si tu vois qui c'est. Mais C'est mec, un. c'est trop drôle parce que tu sais, mon pote Val qui est à Lyon, c'est le marketeur de Nassim, donc en fait, ils ont un deal, ils sont associés et ils bossent ensemble à Ben fond. ouais, Donc ben il je doit connais connaître. très bien et je regarde ses vidéos en plus en ce moment, mec, il fait un taf de fou, le niveau muscu. Ouais, il est Et, vraiment très chaud. Et c'est typiquement le mec, tu vois, il a décidé de se concentrer uniquement, contrairement à nous. Enfin, peut-être que toi, tu vas changer là-dessus. Mais lui, il a décidé de vraiment se concentrer sur YouTube et il a pris un mec pour gérer son marketing, tu vois. Et je trouve ça plutôt pas mal Ouais. parce que finalement, bah, du coup, il est vraiment YouTuber, quoi, de base. Et du coup, ben, je pense qu'il y a ton pote qui gère son marketing et il bosse aussi avec deux personnes. C'est William et Baptiste qui ont, du coup, ben, qui gèrent plus l'aspect sales, tu vois. Et j'ai eu un appel avec eux. Et en fait, on a fait un peu le point sur mon business. Et ils m'ont dit, en fait, ce qui est marrant avec toi, c'est que tu as délégué plein de trucs, mais t'as pas délégué à des gens pour qu'ils travaillent pour toi, tu as délégué à des gens pour qu'ils travaillent avec toi. Donc en fait, tu vas déléguer le montage, mais elle va devoir repasser par toi pour aller le publier. Ou alors, tu vas déléguer le visuel, mais c'est toi qui le publie. Ou c'est toi qui écris la légende, Ouais. et en fait, c'est toi qui l'a. Et en fait, il me disait, ok, là, tu as délégué plein de trucs, mais tu es obligé de faire toutes ces micro-tâches qui font que c'est pas du tout. En fait, C'est c'est le plein de goulot petites tâches à d'étranglement. non-valeur. Ouais. C'est le goulot d'étranglement. C'est-à-dire que les gens Et sont obligés de repasser par toi et ils n'ont pas la main mise. J'ai le donc, même ouais, problème quand tu es un peu perfectionniste et que c'est ton bébé. Tu as du mal à lâcher les rênes et dire aux gens, bah, c'est ta responsabilité et c'est toi. Tu vois, moi, bah, là, je dernièrement, suis en la train Sven, de. il a publié une vidéo sur les impôts et c'est lui qui a géré tout de A à Z. Et moi, je lui ai juste fait un Ouais, retour sur ce qu'il avait fait, mais je suis pas intervenu directement dans sa production. Et je pense que c'est beaucoup plus simple parce que ça responsabilise aussi la personne. de T'imagines, ouf. toi, si tu t'as fait et tous les 2 minutes, il fallait que tu valides avec ton boss que le truc est bien, etc. Donc, en effet, quand tu délègues, il faut Mais vraiment donner de la responsabilité aux gens, ouais. quoi. Ouais. Et là, bah, du coup, c'est mon deuxième petit coup de cœur, tu vois. C'est là, j'ai vraiment commencé à processiser et à faire des vrais process, tu vois. Genre en mode, bah, pour créer le visuel, c'est ça, avec un loom, avec la responsable, la CM qui va faire tout ça, qui va aussi s'occuper de la programmation des posts. Elle va être direct en contact avec celle qui fait les montages au niveau des formats short pour Instagram. Et en fait, moi, à partir du moment où j'ai fait mes tournages et où j'ai fait mes scripts, bah, normalement, si mes process ils sont bons, c'est finito pipo. Et tout ce qui va suivre sur les réseaux, c'est pas moi qui gère, tu vois. Et je vais essayer de plus en plus de tendre vers ça parce que je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur les TFV, je sais plus ce qu'il a dit Antoine, mais Ouais, ouais, sur les les tâches micro-tâches, les tâches à ouais, faible les valeur ajoutée. micro-tâches, exactement. Et ça, c'est un fléau parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on se dit, programmer un post Instagram, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est vrai, mais par contre, programmer tous les posts Instagram sur des visuels qui arrivent pas tous au même moment, donc tu le fais sur plusieurs temps dans le mois, et tu dois faire ça sur YouTube, et tu dois répondre aux mails, et tu dois répondre aux commentaires, et tous ces Ouais. petits trucs-là, mis bout à bout, en fait, ça prend un espace mental de malade, et il t'en reste assez peu pour travailler sur les tâches qui sont vraiment très importantes. Non, mais c'est sûr que Voilà, c'était. il faut rester focus sur le plus important. Et après, la difficulté, je pense, c'est de savoir quand tu es youtubeur, typiquement, qu'est-ce qui est de la création et les trucs que tu veux garder et qu'est-ce qui Ouais, est pas de la création. Typiquement, la miniature, là, est-ce que c'est toi? Et en même temps, faut que ça soit un peu ton style. En même temps, tu vois, c'est difficile. Et donc, c'est arrivé à trouver des gens aussi qui comprennent un peu tu vois, moi, je sais que Brian, je lui fais beaucoup de retours sur la Trident, sur le visuel et tout, parce que je veux que ça ressemble bien à ce que j'aimerais. Mais en fait, naturellement, maintenant, on se connaît et les visuels qu'il va me proposer sont souvent très proche de ce ouais, que j'aime, tu vois. Donc, en fait, au bout d'un moment,
t'as aussi cette phase où au début tu bosses avec la personne et petit à petit la personne en fait elle peut bosser toute seule parce Devient qu'elle sait autonome. Ouais. voilà elle sait globalement ce qu'il faut faire et ça devient une aventure. C'est chouette parce que ça devient aussi une aventure à plusieurs. Moi je le vois pas comme délégué en fait, je le vois plutôt comme allez tu vois on est 3 là Ouais. aujourd'hui dans la team et je le vois, j'utilise pas beaucoup de prestataires extérieurs parce que j'aime bien le côté ça reste nous quoi, tu vois, et ça c'est signé, soit c'est Roman, soit c'est Sven, soit c'est Brian, mais à chaque fois les gens savent que ce qu'ils ont face à eux ça n'a pas été créé voilà, ça a été créé par nous et on y a mis quand même de l'intention et voilà l'envie de proposer Non, quelque mais chose de ouais, bien quoi. 100%. Mais là, tu vois, c'est aussi ce que je suis en train de mettre en place. C'est j'essaie de faire communiquer les personnes à travers. Parce que moi, je considère pas que. Là, tu vois, au final, on est quand même 8. Mais c'est pas des gens qui bossent. Tu vois, Sven et Brian, ils sont quand même soit à temps plein, soit à mi-temps avec toi. Donc, c'est vraiment. Ils sont vraiment avec toi. Moi, c'est vraiment des prestataires. Donc, c'est différent. Tu vois, ils me font peut-être une tâche, mais c'est eux qui le font le mieux. Donc, bah, c'est eux qui le font. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas avoir ouais, d'esprit d'équipe et justement que les gens apprennent à se connaître, etc. Parce que là, en fait, c'est ça que j'ai raté un petit peu, je pense, c'est que j'étais le point central et j'avais plein de satellites qui bossaient avec moi et qui veulent bah, très bien faire, hein, ils font tous très bien leur taf. Mais je pense que si on met un groupe et une communication dans tout ça, ça peut m'aider à aller chercher plus, ouais. Carrément. Bah, écoute, Plus ça et fait mieux. un Ouais, bon un point de bon mot de la conclusion. fin. Yes. Merci les amis pour ce nouvel épisode. On se retrouve du coup dans 2 semaines avec la prochaine news. Ouais, Et on aura peut-être un nouveau nom. On va peut-être pas trop faire de teasing, mais on est en train de. ouais. On a pensé à un nouveau nom. Un truc rigolo, un peu plus Un truc rigolo rigolo. que Roman Que, et Clément parlent de la bourse. que investir en bourse, que le mot-clé parfait. On va essayer Yes. de donner un petit branding un peu sympa. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, ben n'hésitez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, à, comme d'habitude, hein, liker, commenter, nous faire des retours. On apprécie tout le temps. Donc voilà. Allez, on ne fait pas durer le suspense trop longtemps, je pense. Et on est good. À Bisous, dans 2 bisous. semaines. Ciao.